Bonjour à tous et à toutes et merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette séance. Alors je voudrais commencer par m'excuser parce que normalement cette séance devait être co-animée par moi-même et puis par Norella Ferrarou, et Norella Ferrarou malheureusement est à l'hôpital. Voilà, donc elle sera absente, donc je vais essayer de pallier au mieux son absence, mais je vous demande votre indulgence de ce fait. Alors, je voudrais commencer simplement par préciser et présenter le cadre de cette intervention, puisque en fait donc, il s'agit de la séance inaugurale du séminaire d'ADOC consacré aux fantômes. Alors ADOC, c'est l'association des jeunes chercheurs et des jeunes chercheuses du CELAM, le Centre d'études des langues et littératures anciennes et modernes. Et donc ADOC est une association qui a plusieurs buts, des buts notamment de recherche, et depuis 2012, elle possède sa propre revue éponyme, dont le comité scientifique et de rédaction est composé des doctorants de l'association. La revue est donc transdisciplinaire et transséculaire, et chaque numéro s'articule autour d'une notion au singulier que les différentes contributrices et contributeurs sont invités à définir et à discuter. Les années précédentes, par exemple, ont ainsi proposé des numéros sur la crise, l'urgence ou le spectaculaire. Et cette année, nous avons décidé pour la première fois de poursuivre et d'amplifier cette démarche de recherche en adossant à la création du numéro 8 un séminaire doctoral, dont voici la première séance. Et donc nous vous proposerons ainsi une série de 5 séances en 2019, toutes animées donc, par les doctorantes et les doctorants de l'association, qui seront autant d'occasions de discuter avec un ou une chercheur ou un ou une artiste invité du thème du fantôme. Les séances du séminaire se conçoivent donc comme un espace de discussion ouvert, préambule à la publication de la revue, et elles feront l'objet d'une captation, comme vous le voyez, qui sera retransmise sur le site de l'association, dont vous avez l'adresse sur le PowerPoint. Le thème du fantôme nous permettra cette année d'interroger les thèmes de la revenance et de la disparition dans la fiction et la création. Il s'agit aussi bien de faire du fantôme une notion critique pour interpréter le rôle de l'auteur dans la création, ce que nous allons tenter de faire aujourd'hui, que d'en faire un outil politique d'appréhension de l'éthique de la création contemporaine. Par exemple, ce que proposeront Barbara Servan et Ricardo Bedoya Forno dans une séance qui sera centrée autour de la question du retour spectral dans la fiction contemporaine des disparus des grands conflits du XXe siècle, ou encore d'étudier la prévalence de l'auteur comme thème métatextuel dans des genres aussi divers que la poésie métaphysique du XXe siècle, on verra ça avec Laura Mingui, ou la science-fiction, et on verra ça avec Zelda Chemki. Voilà, donc le fantôme, qu'il apparaisse directement comme ectoplasme dans la fiction ou qu'il représente le devenir possible des acteurs de la communication littéraire et de l'échange artistique, sera ainsi l'objet forcément évanescent que nous traquerons cette année parce qu'il nous paraît faire saillir tout particulièrement les limites des questionnements éthiques et politiques qui marquent la création fictionnelle et artistique. Et donc, je suis particulièrement ravie d'inaugurer ce séminaire en nous attaquant à l'un des grands cadavres de la littérature et de la création contemporaine, l'auteur. Donc sa mort a été de multiples fois programmée et annoncée, je n'y reviens pas. La question que nous voulions poser cependant avec Norella dans cette séance, c'était celle de son possible retour fantomatique. La disparition de l'auteur est-elle réellement possible ? Ou ne faudrait-il pas plutôt postuler que, plutôt que de s'effacer, la figure de l'auteur se spectralise, autrement dit hante la création selon des modalités ambiguës par lesquelles l'œuvre se recrée un auteur, sous la forme d'une copie sans original par exemple, d'une fiction assumée ou dissimulée, mais qui ne détruit pas toute trace du créateur d'origine. Et en ce sens, l'œuvre de Philippe Thomas nous a paru tout à fait intéressante à évoquer, à travers celle de Yann Serrandour, et je vais développer. Alors d'abord parce qu'on ne peut pas véritablement parler d'œuvre de Philippe Thomas, puisque toutes les œuvres produites par Philippe Thomas sont en fait systématiquement signées par l'acteur qui en fait l'acquisition, que ce soit une institution, un musée, un collectionneur. Et ce sont donc des œuvres avec auteur, mais coupées de leur auteur original, pourtant perçues tout de même comme issues de l'activité de Philippe Thomas, des œuvres donc aux prises avec un auteur fantôme. Or, quand Yann Serrandour vous vous emparez de l'une de ses œuvres, Feu pâle, ou plutôt de la trace sous forme de catalogue de l'une de ses œuvres, ou plutôt encore de la trace d'un ouvrage laissé sur la trace sous forme de catalogue de l'une de ses œuvres, vous entamez bien un dialogue avec Philippe Thomas, distancié de l'œuvre d'origine par une série de médiations qui sont autant d'effacements de son emprise sur l'exposition Feu pâle, à partir de laquelle vous-même vous construisez votre œuvre elle-même fantôme, puisqu'elle s'est abîmée quelque part en Méditerranée il y a quelque temps, comme vous nous l'expliquerez. Un dialogue qui est de l'ordre donc de l'interrogation de la disparition et de la revenance de l'auteur,
puisque Philippe Thomas n'a cessé, pendant les 10 ans que vous avez consacrés à Feupal, de surgir au détour de vos chemins créateurs comme une apparition finalement. Alors simplement pour contextualiser un peu l'œuvre de Yann Servandour, je vous propose de faire un petit détour par les Feupal précédents, qui sont ceux de Nabokov et de Philippe Thomas. Alors, Pale-Fire, donc Feupal au singulier, c'est d'abord un récit de Nabokov, un roman de Nabokov, paru en 1961. Il s'agit en fait de la publication par Charles Kingbot à titre posthume du poème éponyme d'un écrivain qui vient de mourir, John Shade, donc en français John Ombre, donc on n'est pas très loin d'ores et déjà du fantôme évidemment. Le récit se présente comme l'édition critique avec notes et commentaires du poème. Peu à peu cependant, le commentaire érudit s'emballe, s'autonomise du texte qu'il commente, révèle le délire de son auteur et prend le pas sur les vers. Le paratexte devient la matière même du roman. Le commentateur avoue avoir dérobé, voire modifié le texte qu'il commente, en lui superposant sa propre interprétation délirante. Le récit est donc une réflexion ludique sur les enjeux et les pouvoirs du paratexte, et sur le rôle d'un auteur mort, à qui sa création échappe entièrement, au point de devenir tout autre dans les mains d'un lecteur fou, qui, sous couvert d'intégrité scientifique, y projette sa propre histoire. Relégué au rang d'ombre, donc, John Shade n'est plus que le fantôme encombrant que tente d'exorciser celui qui prétend lui rendre hommage, en le forçant à écrire le poème qu'il aurait voulu lire. Si on veut, Kingbot, ce serait un peu comme si Pierre Ménard avait voulu voir dans le Quichotte de Cervantes sa propre autobiographie sublimée. On ne s'étonnera donc pas que Philippe Thomas reprenne ce titre, au pluriel, pour la création d'une exposition organisée par l'agence Les Ready-Made appartiennent à tout le monde, tout entière consacrée aux outils de médiation par lesquels les œuvres sont présentées, exposées, mises en circulation, commentées par les institutions muséales et culturelles qui permettent et conditionnent leur existence. Alors, simplement un point sur Philippe Thomas. Il est né en 1951, mort en 1995. Il commence ses activités créatrices à la fin des années 70. En 1983, il crée le groupe Information Fiction Publicité avec Jean-François Brun et Dominique Pasqualini, mais s'en détache dès 1985 pour poursuivre ses propres recherches autour d'un principe qu'il développe dans les années suivantes, le fictionnalisme, qui n'est pas tant en fait une réflexion sur la fiction en soi que sur les médiations par lesquelles le public a accès aux œuvres. Philippe Thomas s'intéresse en fait tout particulièrement à ce que Michel Gauthier, dans l'art d'essai Philippe Thomas, Ready-Made Belong to Everyone, Nathalie, appelle les paratextes de l'œuvre d'art, en reprenant évidemment la notion de Jeunette. Cartels, système d'exposition, affiches publicitaires, discours critiques autour des œuvres deviennent ainsi autant de composantes de la réflexion à la fois critique et poétique de Philippe Thomas. Succédant donc à une génération qui, dans le siège d'activité de Daniel Buren, Michael Asher, Marcel Brother, j'ai un doute sur la prononciation, avait problématisé en fait les rapports entre art et institution et proposé une réflexion critique sur les dispositifs d'exposition, de vente et de réception des œuvres, Philippe Thomas fait du paratexte artistique non plus tant un objet politique, social et commercial à déconstruire que la matière même de la création plastique. Si en fait, dans un contexte postmoderne mélancolique, l'œuvre menace de se confondre avec les discours tenus sur elle et les appareils de communication dont elle dépend, Thomas entend moins subvertir directement ces appareils qu'en faire le point de départ de l'œuvre. Pour citer Gauthier, puisqu'il ne saurait y avoir d'expérience immédiate de l'art, c'est l'appareil de médiation lui-même et de son inflation que naîtra l'art. Au constat politique de l'assujettissement institutionnel de l'art, Philippe Thomas répond par la poétique d'une mise en jeu de cet assujettissement humain. Fin de citation. Donc contre en fait le développement fulgurant dans les années 80 du marché de l'art, qui entraîne avec lui à la fois la starification des acteurs et une spéculation financière sans précédent sur les œuvres et leur vente, Thomas s'inspire de ses prédécesseurs que je viens de citer, mais également aussi de figures du champ littéraire comme Borges, Pessoa, Mallarmé, Barthes, Foucault ou Derrida, pour faire ironiquement de l'effacement de l'auteur et de la mise en avant des dispositifs muséaux ou commerciaux d'exhibition de l'œuvre la matière même d'une critique ludique du monde de l'art. Et en ce sens, le fictionnalisme de Thomas s'articulera autour de l'élément qui, dans le domaine de l'art, conditionne de manière cruciale la valeur de l'œuvre, son identification et sa commercialisation, à savoir le nom de l'auteur. Sans céder donc au rêve d'une histoire de l'art sans les noms, ou de la disparition de l'auteur, il entame véritablement un jeu de fictionnalisation de l'instance auctoriale, le nom d'auteur disparaissant de l'œuvre, pour que Philippe Thomas puisse réapparaître ironiquement, là dans une photo, ailleurs dans le titre d'un ouvrage attribué à un autre. Il revient ainsi hanter sur le mode ludique et critique ses propres créations qu'il fait signer par d'autres. Ainsi, en 1987, il fonde l'agence Ready-Made Belong to Everyone à la Cable Gallery de New York et l'équivalent français, les Ready-Made appartiennent à tout le monde, dans la galerie Claire Virus à Paris.
l'année suivante. L'agence reprend donc tous les codes du design chic d'entreprise et les systèmes de communication publicitaire de l'époque. Une pleine page de publicité dans Libération présente le projet. Il s'agit de vendre des œuvres présentées comme des ready-made que l'acquéreur qu'il achète doit signer et dont il doit donc de fait devenir l'auteur. Le nom de Philippe Thomas est ainsi supplanté par celui de sa propre agence d'une part et par celui des collectionneurs ou institutions qui achètent les œuvres de l'autre. On peut prendre l'exemple de Sujet à discrétion qui est paru dans l'exposition Les immatériaux au Centre Pompidou en 85. Donc, il s'agit de 3 photographies, vous les avez à gauche, identiques donc de la mer, mais munies de 3 cartels différents. Sur le premier est inscrite la mention anonyme « La mer Méditerranée » entre parenthèses « vue générale multiple ». Le deuxième, Philippe Thomas, autoportrait, entre parenthèses, vue de l'esprit, multiple. Et le dernier, le nom de l'acquéreur, autoportrait, entre parenthèses, vue de l'esprit, pièce unique. Le collectionneur donc devient l'auteur de la pièce, alors que Philippe Thomas, dont l'autoportrait est désigné comme une vue de l'esprit, s'efface, se fait fantôme dans sa propre œuvre. Sujet à discrétion fait retour dans une œuvre suivante, une œuvre donc, qui fait partie de l'exposition Fictionnalisme organisée à la Galerie Claire de Russe, donc l'hommage à Philippe Thomas, autoportrait en groupe, qui regroupe en fait 7 signataires de l'œuvre précédente, Sujet à discrétion, et Philippe Thomas lui-même que vous voyez au centre. Il s'agit évidemment d'une référence à l'hommage à Delacroix de Fontaine-Latour, qui présentait la naissance du mouvement des symbolistes. Tout se passe en fait comme si Philippe Thomas présentait la naissance du mouvement des fictionnalistes. La référence est évidemment ironique. Philippe Thomas n'est officiellement l'auteur d'aucune des 2 œuvres. Il n'apparaît que comme un artiste toujours déjà disparu, à qui on rend hommage, une fiction d'auteur, qui n'existe que sur le mode de la spectralité. Cet effacement octorial, combiné à un travail sur l'autoréflexivité de l'œuvre, aboutit à la création de Feu Pâle, une exposition qui a eu lieu au CAPC Musée d'Art Contemporain de Bordeaux en 90 à 91, à l'invitation donc, du directeur du musée, Jean-Philippe Froment. Appliquant à l'exposition le même principe que ses œuvres, Philippe Thomas l'a fait endosser au musée lui-même. L'exposition met en scène et interroge l'idée même de musée pour montrer le musée d'art contemporain de Bordeaux, je cite Elisabeth Légovici, vous avez les références ici, le musée d'art contemporain de Bordeaux, sous la forme d'une suite de salles recomposant chacune du cabinet de curiosité au musée réfléchi par les boîtes en valise, de Duchamp, un paysage de l'histoire du musée, dans ses états limites et ses fonctions contradictoires. On ne s'apercevait pas alors que ce récit du musée représentait en fait un artiste contemporain, Philippe Thomas, qu'il s'agissait là d'une exposition personnelle, la validité réelle du propos des textes de catalogue, la validité réelle du propos étant saisie dans une fiction totale englobant les énonciateurs des œuvres, comme ceux des textes du catalogue, et enfin les visiteurs qui parcouraient les salles devenus des personnages. Fin de citation. Donc il y a 12 étapes dans cette exposition, qui sont en fait autant de sections et de textes du catalogue. Préambule, qui en fait cite la vie mode d'emploi de Pérec, inventaire du mémorable, les cabinets d'amateurs, l'art d'accommoder les restes, le musée sans objet, passif de la modernité, la chair est triste hélas et j'ai lu tous les livres, respect de l'étiquette, intérêt du cartel, le musée réfléchi, mesure pour mesure, de la propriété littéraire et artistique et enfin l'index. Le fictionnalisme s'applique partout, du titre de l'exposition dont on précise seulement qu'elle a été réalisée en collaboration avec l'agence Les Ready-Made appartiennent à tout le monde, mais le nom de Philippe Thomas n'apparaît nulle part ni sous la couverture du catalogue, et si vous cherchez dans la BNF Philippe Thomas, vous n'obtiendrez aucun résultat. Donc du titre de l'exposition aux appareils critiques qui entourent l'exposition, puisque certains des textes du catalogue qui étaient des signataires réels ou fictifs sont en fait des textes de Philippe Thomas qui se masquent derrière d'autres auteurs. Donc comme fictionnalisme et Philippe Thomas décline son identité, qui est une autre œuvre attribuée à Daniel Bosser, l'exposition est présentée comme une pièce à conviction, une démonstration que l'existence de l'œuvre se joue aussi dans ses paratextes eux-mêmes. Ici, donc, l'accent est mis comme une critique, sur la critique du musée comme institution, et Philippe Thomas inverse le mouvement qui fait entrer l'artiste invité dans le musée, en faisant entrer le musée dans sa propre fiction. L'histoire de l'art apparaissant, je cite Jean-Marc Avrila, comme une généalogie fictionnelle de l'art contemporain, traitée comme autant de romans possibles. Alors, juste un exemple rapidement pour que vous vous rendiez compte de la manière dont ça marche. Je prends l'exemple des cabinets d'amateurs, attribués à Sylvie Couderc, mais en fait, texte de Philippe Thomas. Les premières lignes sont une citation ironique d'une thèse de Lester K. Novak. Alors, Lester K. Novak, c'est en fait le personnage du faussaire d'un cabinet d'amateurs de Pérec.
dans lequel on découvre à la fin qu'il est un faussaire, mais dont les travaux sont présentés comme des travaux tout à fait scientifiques et sérieux au début de l'ouvrage, et que Philippe Thomas reprend comme s'ils étaient des travaux universitaires sérieux. Donc ça, ce sont les premières lignes de ce texte, avec un commentaire assez savoureux de Philippe Thomas, il écrit en note, écrit à l'exposition, donc à propos du texte de Novak, écrit à l'occasion d'une exposition, comme Feupal est écrit à l'occasion d'une exposition, bien sûr, en 1913 à Pittsburgh par Thaddeus Doppelgleisner et Hermann Rafke. Ce texte contient de bonnes descriptions des plus célèbres cabinets d'amateurs, mais il est surtout intéressant pour ses analyses détaillées d'œuvres beaucoup moins connues, comme le cabinet d'amateurs du peintre allemand Heinrich Kurz, qui est l'autre nom de Lester Novak, lui-même un faussaire dans le cabinet d'amateurs. Donc on a ici des fausses œuvres destinées à tromper, un historien de l'art qui est en fait un faussaire, une parodie de discours scientifique cité avec le plus grand sérieux. Thomas donc déconstruit par un jeu citationnel postmoderne le discours critique qui sert souvent de porte d'entrée dans une œuvre donnée, à l'intérieur d'un texte qui ne manque pourtant pas de références universitaires savantes et précises par ailleurs, le site Baxandal par exemple. Le jeu intertextuel donc est mis en abîme comme la métaphore d'une invitation au regard critique apportée sur les mécanismes de présentation des œuvres et de leurs auteurs. Ainsi, un autre passage du texte invite à la prudence quant à la visée documentaire des tableaux des cabinets d'amateurs, présentés comme une préfiguration historique du musée. Rares sont les œuvres, surtout parmi celles qui initient le genre, à se contenter de faire le relevé méticuleux d'une collection avérée. Et plus loin, en montrant les variations qu'il y a par rapport à la vérité, de pareilles libertés prises à l'encontre de la vérité peuvent conduire à voir dans ces micro-récits que sont les cabinets d'amateurs, avec leurs personnages à identité également variable, des images d'une réalité pervertie ou contaminée par des effets de fiction. Ce ne serait là pourtant qu'une simple concession à un idéal documentaire qui, en se refusant précisément à l'envisager autrement que sous l'angle du récit, manque ce qu'il peut y avoir de discours ou de signification délibérée dans un tableau comme celui de Guillaume Van Eyck. Voilà, donc on voit ici évidemment que l'ensemble de la notice est une présentation au second degré du projet même de Philippe Thomas. Elle se conclut d'ailleurs par une note métatextuelle qui révèle tout ce que doit toute la dimension de métaphore de son projet artistique de ce texte, dans lequel Thomas se refuse à l'appropriation comme à la simple citation des œuvres qu'il expose, pour problématiser le geste même de la mise en relation des œuvres et des noms d'auteurs dans l'espace du musée. Je vous l'ai mis là. C'est un peu long, mais je pense qu'elle est tout à fait représentative de ce qu'il fait. L'interdit qui frappe la représentation n'empêche pas aujourd'hui un regain d'intérêt pour une autre tradition qu'on croyait elle aussi définitivement attachée à l'image au tableau. Poser quelques fruits frais sur un coin de table ou quelques paquets de cornflakes sur une étagère a pu être interprété dans le sens d'une nature morte ou d'une still life, qui serait simplement convoquée au lieu d'être représentée. On pourrait imaginer maintenant qu'un artiste veuille raviver la tradition des cabinets d'amateurs. Au lieu de s'en tenir à l'espace réservé du tableau, où son art se trouverait pour ainsi dire enfermé, il préférerait sans doute investir un espace réel, un musée, une galerie, dont il ferait la scène privilégiée d'une représentation où viendraient apparaître in vivo des œuvres qu'il se serait refusé à copier ou à reproduire. Au lieu de s'en tenir à un pur exercice de citation ou de reproduction, qu'il jugerait peut-être à tort trop stérile, il pourrait aussi profiter des œuvres que son art aurait rassemblées pour tisser entre elles une énigme, une intrigue, dont la nature, le sens et les implications seraient laissés ouverts à l'imagination du spectateur. Thomas ne s'adonne donc pas à la reproduction ou à la copie, qui ne le débarrasse pas entièrement de l'auteur et des systèmes d'exposition. Il préfère jouer en fait de ces mêmes systèmes, des cartels qui mettent en avant les noms des artistes pour décomposer et recomposer une histoire de l'art, dans laquelle le nom n'est plus un outil d'identification, donc d'authentification et d'évaluation, mais le principe d'une politique ludique de fictionnalisation de l'œuvre et de spectralisation de son auteur. Et donc, ce qui nous restera à nous à faire à ce moment-là, ça sera de nous demander comment vous-même qui avez travaillé sur un certain nombre de feux, d'ailleurs pas que des feux pâles, mais vous le direz, vous vous emparez de ce catalogue, trace de l'exposition, donc elle-même construite sur un effacement de l'auteur. D'où l'enjeu majeur de notre séance. L'auteur peut-il réellement disparaître, ou au contraire, les œuvres de Philippe Thomas ne témoignaient-elles pas justement, puisqu'elles réclament pour fonctionner une fin ludique partagée, d'une persistance, même sous forme de fantôme de l'auteur, et pas seulement de l'auteur comme créateur de l'œuvre, mais également de l'auteur comme acteur du jeu commercial construit autour de l'œuvre dans un marché de l'art en pleine expansion. C'est d'ailleurs ce que les critiques de Philippe Thomas ont eux-mêmes suggéré. Quelqu'un comme Eric Verhagen, par exemple, a pu écrire « En feignant l'abnégation et le sens du partage, voire du sacrifice,
L'artiste a su en effet progressivement bâtir une œuvre qui n'allait pas tarder à s'articuler presque obsessionnellement autour de sa propre personne, plaçant dès lors ses complices, donc ses acheteurs de ses œuvres, dans une position ambiguë. Et s'il ne s'agit pas de prétendre que ceux-ci aient été trompés, on peut se demander si les collectionneurs et les institutions n'ont pas été des victimes consentantes, point d'interrogation, d'une machination. Donc on peut se demander en fait si le devenir de Philippe Thomas en tant qu'artiste, quelques 20 ans après sa mort, ne rejoint pas finalement celui de John Shade, celui d'un auteur qui subsiste malgré les tentatives d'appropriation de son œuvre, que pour sa part, Philippe Thomas avait lui-même programmé et organisé. Et plus largement, on pourra se demander ce que devient la figure de l'auteur effacé et de son œuvre elle-même quand elle est réinvestie par un autre artiste, quand on la fait circuler à nouveau dans le champ de la création, quitte à la refaire disparaître ensuite. Et donc ce sont toutes ces questions, Yann Serrandour, que nous avions, Norella et moi, envie de vous poser à travers la découverte de vos propres travaux sur Feupal et de vos autres travaux. Et je vous laisse la parole parce que normalement, Norella devait se charger de présenter rapidement votre parcours, mais comme elle n'est pas là, je pense que c'est encore le mieux que je vous délègue cette tâche. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Louise. Et merci Norella qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Si vous voulez, donc, ouais, je vais vous montrer un certain nombre d'images. Alors, je vais prendre le petit. Ah, c'est déjà bien. Ouais, je sais pas si ça marche. Hop. Alors. Ça va venir. C'est mal cadré, mais ça va s'arranger. Hop. Donc voilà, je m'appelle Yann Serrandour, je suis artiste et également enseignant-chercheur dans le département art plastique à l'université Rennes 2. C'est assez amusant, je crois, la manière dont on s'est rencontrés, parce que vous faisiez des recherches sur Feupal, si j'ai bien compris, oui. Sur Google, comme on le fait souvent maintenant aujourd'hui quand on cherche quelque chose. Et puis donc vous êtes tombé sur mon travail à partir de cette même occurrence Feupal. Et donc vous avez pris contact pour essayer de savoir un peu qu'est-ce que j'avais fait avec Feupal, etc. Et puis comme on est dans les mêmes murs, finalement, on se retrouve aujourd'hui dans un contexte un peu particulier. Donc je vais vous raconter un peu cette histoire de ma rencontre avec Feupal, avec ce catalogue de Philippe Thomas. Peut-être je reviens en premier lieu sur cette publicité dont vous avez parlé, qui était parue dans le journal Libération 88, si je me rappelle bien, qui est une image qui m'a beaucoup marqué quand j'étais étudiant. Quand j'étais étudiant en art, c'était cette publicité qui indique Histoire de l'art cherche personnage. Et j'étais assez intrigué en fait par cette image qui présente un certain nombre de monographies de grands artistes du XXe siècle qui vont de Duchamp, Brotars, Warhol, Beuys et de grands mouvements comme le pop art ou le cubisme, en indiquant un protocole. N'attendez pas demain pour entrer dans l'histoire, les reliques d'Imen appartiennent à tout le monde. Et donc il invite l'acheteur d'une œuvre de Philippe Thomas en fait à devenir auteur en fait de son œuvre en donnant son nom finalement à l'œuvre. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment intrigué, perturbé quand j'étais étudiant, ce rapport à qu'est-ce que c'est que la création, quelle est la place des noms dans cette histoire et quelle est la place surtout de la bibliothèque. Et donc le point de départ en fait de tout mon travail, c'est vraiment l'espace de la bibliothèque. Je m'étais dit en voyant cette publicité que finalement il n'y avait peut-être pas de nécessité ni à créer des œuvres, ni à faire des expositions, ni quoi que ce soit, puisque finalement il suffisait simplement d'insérer quelque chose dans l'espace de la bibliothèque d'histoire de l'art pour pouvoir commencer à travailler. Donc ça a été mon point de départ, c'est-à-dire cette idée de pouvoir réaliser des choses, des projets qui avaient pour espace non pas les expositions, non pas la création de peintures, de sculptures ou de photographies, mais bel et bien des travaux qui auraient pour site en fait l'espace de la bibliothèque lui-même
à travers des inserts, des commentaires, enfin tout ce paratexte dont vous parliez tout à l'heure, qui entoure en fait les œuvres qui habitent la bibliothèque. Un des premiers projets que j'ai réalisé, qui faisait aussi le constat de cet espace de la bibliothèque, c'était lorsque j'étais en train d'écrire ma thèse sur les pratiques de lecture de quelques artistes contemporains. Plutôt que d'écrire, je me suis mis à dessiner les dos de livres de ma bibliothèque. C'était un moment comme ça de désœuvrement. Et plutôt que d'écrire, et les moments où je lisais pas, je me suis dit, tiens, je vais représenter l'espace de la bibliothèque. Et donc je me suis mis à dessiner tous les livres de ma bibliothèque, tous les dos de livres, en masquant sous la forme de rectangles colorés les titres, les auteurs, etc. Donc on n'a plus tout est anonymisé en fait dans cette bibliothèque, mais qui est une manière de représenter l'espace du savoir sous une forme portative et légère. C'est ça que je voyageais beaucoup à ce moment-là, et puis se poser la question de comment je transporte mes livres. Et donc je m'étais dit, plutôt que d'avoir à transporter mes livres dont j'ai besoin pour mon travail dans mes valises, je me suis mis à tous les redessiner, et puis j'avais dans l'idée ensuite d'insérer toutes mes notes de lecture, etc., en cliquant sur chacun des ouvrages pour retrouver l'espace de la bibliothèque. Je me suis dit, comme ça, quel que soit l'endroit où je me trouve, finalement j'ai toujours accès à ma bibliothèque. Donc c'était l'idée d'une bibliothèque virtuelle. Donc ça a été une manière comme ça de travailler d'emblée à l'échelle de la bibliothèque dans une relation de lecture et de commentaires. Quelques années... et donc je commence directement avec cette idée du fantôme d'ailleurs, parce que j'ai appris à ce moment-là que dans les bibliothèques publiques, quand vous empruntez en fait un livre dans le fond, les bibliothécaires le remplacent en fait par une petite fiche qui s'appelle un fantôme, qui permet d'indiquer qu'un livre est absent, en fait, a été enlevé de cet élément-là. Donc ça, je me suis mis à un moment donné à poser la question de la rematérialisation de ces fantômes à travers l'insert en fait de faux livres dans des vraies bibliothèques. Donc c'était une manière de redonner sous forme d'objets ces éléments-là. Et ce qui m'intéresse surtout dans cette image, c'est l'étagère du haut. Sur l'étagère du haut, vous voyez un certain nombre d'ouvrages. Là, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais notamment en haut à droite, vous avez 3 petits livres dont je vais vous lire les titres: 26 Casoline Station, Various Small Fires. Donc ils sont 2 ouvrages d'Ed Ruscha, qui est un artiste américain qui a été très important pour moi aussi au début de mon travail, parce que c'est un artiste qui a fait le choix à un moment donné de travailler sous forme de livres, d'objets libres, à côté de son travail de peintre. Donc dans cette idée d'œuvrer directement dans l'espace de la bibliothèque et de l'histoire de l'art, il existe un type d'œuvre, que sont les livres d'artistes, qui prennent place dans les bibliothèques, qui sont devenus vraiment les éléments sur lesquels j'ai voulu travailler au départ, à savoir que je pense que les artistes ont mis vraiment l'accent sur le fait que les livres sont aussi des objets. C'est-à-dire qu'un écrivain écrit un texte, le texte est publié, il devient l'objet, un livre. Et donc cette unité du livre est devenue quelque chose d'extrêmement important. Donc, les 2 premiers titres que Ruscha a publiés dans les années 60, c'est 26 Casoline Station et Various Small Fires, le deuxième ouvrage. Et il m'a toujours semblé que ces 2 ouvrages juxtaposés dans une bibliothèque constituaient un mélange un peu explosif, d'avoir d'un côté des stations essence et le livre juste à côté des petits feux. Je me suis dit que pour un bibliothécaire, c'était un peu un grand cauchemar. Donc je me suis dit qu'il manquait quelque chose finalement dans la juxtaposition de ces 2 ouvrages, et j'ai eu envie du coup de créer un 3e livre qui a été conçu finalement pour s'insérer entre ces 2 livres-là, et donc qui s'appelle 36 Fire Station. Je vais en parler tout à l'heure. Là, c'est pour vous montrer aussi le travail de peinture de Ruscha. C'est Los Angeles Museum of Fire, où cette question du feu en fait est quelque chose d'assez et de la destruction est vraiment à l'œuvre dans le travail d'Ed Ruscha, à la fois dans son travail de peinture et de livre. J'ai toujours voulu, comme étudiant, posséder ces livres-là. J'étais vraiment fasciné par ces livres, mais ils étaient inaccessibles. Alors, de temps en temps, je regardais sur eBay si je ne pouvais pas en acheter un exemplaire à 26 Session à $10 000. C'était vraiment pas dans mon budget d'étudiant.
Donc ça a été aussi une démotivation dans l'idée de remettre en circulation quelque chose qui était devenu fétichisé et inaccessible. Donc j'ai eu l'envie en fait de produire un livre à mon tour qui a pour titre 36 Fire Station. Donc à l'époque, je vivais à Montréal à cette époque-là. C'était à la fin des années 90. Et donc en réponse au livre que Rouchet avait publié dans les années 60, j'ai eu envie de photographier 36 casernes de pompiers dans la ville de Montréal. Donc j'ai listé les 36 casernes qui se trouvaient dans la ville à la fin des années 99. J'ai acheté les pellicules photos pour faire les photos en vue de faire ce livre. Et puis j'ai laissé passer un peu de temps, 2 ans. J'étais en train d'écrire en même temps. Donc j'étais un peu dans une forme de procrastination par rapport à ce premier projet. Et donc je vous montre le livre ici, donc, est constitué simplement de devantures comme ça de casernes de pompiers. Ce qui me fascinait en fait dans ces casernes, c'est plutôt les portails, à vrai dire, parce que 90% du temps de travail des pompiers consiste à attendre l'urgence. Et donc cette idée qu'une photographie puisse simplement capter des moments d'attente, c'était vraiment ce qui m'intéressait aussi dans ces objets-là. C'est cette espèce d'état d'ensommeillement en fait qu'on retrouve dans ces images et qu'on retrouve également dans l'œuvre de Rouchet. Donc entre le moment en fait où j'ai recensé les 36 casernes et 2 ans plus tard quand j'ai fait les photographies, juste avant que les pellicules soient périmées dans mon frigo, il y a 3 des casernes en fait qui n'étaient plus en activité. Donc dans le livre que j'ai publié en 2002, il n'y a que 33 casernes qui sont photographiées sur les 36. Une des adresses je n'ai jamais trouvée, je me suis pointé à l'adresse, il n'y avait rien du tout. La seconde était en travaux, et comme je voulais photographier des casernes en activité, je ne l'ai pas photographiée. La troisième était en ruine, et donc elle n'était pas non plus possible de la photographier. Donc j'ai publié un livre qui s'appelle 36 Fire Station, dans lequel il n'y a que 33 casernes photographiées. J'ai laissé 3 pages blanches dans l'idée peut-être qu'un jour j'arriverai à compléter les images manquantes. Donc comme j'étais auto-éditeur du livre, dans le cadre du dépôt légal à la BNF, j'ai envoyé un certain nombre d'exemplaires à la BNF, et en regardant le catalogue de la BNF quelques années plus tard, j'ai eu la surprise de voir que mon livre avait été classé en indice DIWAY 363-37, qui correspond en fait au risque d'incendie. Donc il n'a pas été du tout classé en fait dans la rubrique livre d'artiste ou je ne sais trop rien, mais il s'est retrouvé dans un espace qui était celui des risques d'incendie. Donc je me suis dit tiens, c'est peut-être un signe, c'est ironie du sort. Quelques temps après, j'ai rencontré une personne qui connaissait Ed Rouchet, voyant mon livre, et me dire mais tu devrais envoyer un exemplaire de ton livre à Ed Rouchet. Je travaillais vraiment dans l'espace de la bibliothèque, donc l'histoire de l'art pour moi était quelque chose de livresque, et l'idée qu'il y ait un artiste vivant derrière ce travail-là ne m'avait pas forcément effleuré. Donc il me donne son adresse, je lui envoie un exemplaire, et il m'envoie une lettre, datée du 21 novembre 2003, en me disant qu'il aime beaucoup mon livre et qu'il aimerait me commander 12 exemplaires, et il me dit comment on s'arrange pour le paiement. Et donc, dans ma réponse, je lui ai proposé, on n'a qu'à faire un échange de livres. Donc, ce qu'il a fait, donc ça, c'est notre rencontre lors de l'exposition Ed Rouchet, photographe, en 2006 au Jeu de Paume. Il m'avait envoyé une invitation pour le vernissage de l'exposition. J'étais venu non pas avec un sac Vuitton, mais un sac ED, qui était des épiceries bon marché qu'on trouvait à une certaine époque, avec mes livres dedans. Et donc Rouchet m'a donné 26 Gasoline Station, Los Angeles Apartment. Donc je me suis retrouvé avec les livres que je ne pouvais pas acheter en échange des miens. Donc c'était vraiment un très bon deal. Alors, quelques temps auparavant, ou en même temps, j'ai reçu une invitation de la bibliothèque Kandinsky, qui est la bibliothèque du Musée national d'art moderne, du Centre Pompidou à Paris, pour venir faire une conférence sur mon travail. Didier Schulman, le conservateur, était intéressé sur ma manière d'œuvrer en fait beaucoup plus dans l'espace de la bibliothèque, en publiant des livres, des inserts. Là, je vous en ai montré un, mais à cette époque-là, je m'en ai produit un certain nombre.
des inserts, des suppléments, des addendas, enfin des erratums, tous ces éléments en fait qui viennent augmenter un texte principal dont je n'étais pas l'auteur. Donc il m'avait invité à venir faire une conférence à la bibliothèque et je lui ai proposé comme règle du jeu qu'on sorte des magasins de la bibliothèque tous les livres qui comportaient dans leur titre le mot feu, fire ou fire. J'avais envie de voir avec quel voisinage finalement mon livre 36 Fire Station qui était dans leur collection pouvait avoir après l'aventure de la BNF. Et donc j'ai préparé un diaporama comme ça avec tous les ouvrages en fait qui jouaient avec le mot fire. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Feupal. Un livre catalogue que je connaissais évidemment avant, puisque quand j'étais étudiant, j'étais tombé sur cette publicité Histoire de l'art cherche personnage. Mais je suis tombé sur un exemplaire un peu particulier de Feupal, que vous voyez ici en bas à droite, parce que sa jaquette était, alors là on ne voit pas très bien avec l'éclairage, mais la jaquette en fait était décolorée par endroits. Vraisemblablement en fait le livre est resté sur le bureau d'un conservateur pendant un peu trop longtemps au bord d'une fenêtre avec une pile de livres posés dessus, et donc on voit la trace fantomatique des ouvrages sous lesquels cet exemplaire a été enseveli. Et j'ai trouvé cette jaquette vraiment extrêmement belle. Je trouvais que c'était un hasard à la fois malheureux et heureux, qui nous parle de cette question de la disparition, de la question de la conservation, parce que c'est quand même un exemplaire de livre qui était sous enveloppe à l'abri de la lumière, etc., dans les grandes réserves du musée. Donc qui parle de cette question de la conservation et de la mémoire des objets qui sont confiés aux institutions. Donc vraiment, je trouve que c'est pour moi une sorte de chef-d'œuvre, d'objet trouvé comme ça, qui condense en fait plein d'éléments à l'œuvre. Et donc j'ai eu, au moment où on était en train de scanner toutes les couvertures pour préparer le diaporama avec Didier Schulman, il y a un incendie qui s'est déclenché juste à côté, derrière le centre Pompidou. Donc on est resté se regarder avec Didier, on s'est dit, on est en train de jouer avec des choses bizarres. Alors, en 2007, j'ai réalisé une première exposition monographique au CNAL, qui est un centre d'art en France qui est spécialisé dans l'édition et l'art imprimé, le CNEAI. Et à l'occasion de cette exposition, j'ai eu envie d'exposer le livre Feupal, la jaquette décolorée, comme un ready-made, en fait, quelque chose qui était arrivé, un accident arrivé sur cet exemplaire. Donc j'ai rempli une fiche de prêt, etc. Donc l'ouvrage m'a été prêté pour la durée de l'exposition. Et comme j'adorais la jaquette, j'avais pas du tout envie de la rendre, j'avais envie de la garder. Donc en fait, ce que j'ai fait, donc là on la voit ici dans une vitrine. Ce que j'ai fait à l'issue de l'exposition, c'est que j'ai interverti les jaquettes. C'est-à-dire que moi j'avais un exemplaire que j'ai toujours dans ma bibliothèque, donc il n'y a plus de jaquette aujourd'hui. Qui n'était pas décoloré, donc j'ai substitué en fait les deux jaquettes. Ça m'a permis de garder la jaquette décolorée et de redonner au musée une jaquette pas décolorée, ce qui pour un musée est quand même mieux puisque ils sont censés conserver des objets en bon état. Donc ça a permis comme ça de récupérer cet objet. Peut-être je passe sur ces rebondissements successifs parce que ça concerne plus le livre Fire Station pour revenir à Feupal. Donc en 2010, j'ai reçu une invitation pour participer à l'exposition inaugurale du Centre Pompidou à Metz. Et le commissaire de l'exposition me demande qu'est-ce que tu as envie de montrer, qu'est-ce que tu as envie de faire pour l'exposition. Et donc je leur ai proposé en fait d'exposer le catalogue Feupal. Donc là il y a vraiment un déplacement, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'avais volé subtilisé, on va dire, la jaquette à la bibliothèque du musée. Par le biais de l'exposition, finalement, c'est une réappropriation de cet objet qui a été exposé, mais du coup sous mon nom. Donc il y a vraiment, à partir du déplacement de la bibliothèque à l'espace du musée, quelque chose qui se transforme en œuvre à ce moment-là. L'œuvre a été présentée à côté de la maquette du chèque d'Yves Klein qui en bleu IKB, donc des pigments très fragiles avec un éclairage 50 lux maximum.
Donc là, du coup, comme la jaquette est devenue une œuvre, transportée par Chenu, qui est un transporteur d'œuvres d'art assuré pour plusieurs milliers d'euros, donc elle est devenue vraiment un fétiche, en fait un objet à conserver de par cette exposition. Dans les vitrines de l'exposition, il y avait une très très longue vitrine qui faisait plusieurs dizaines de mètres de long, qui présentait une partie du fond de la bibliothèque Kandinsky de livres d'artistes. Dans cette vitrine, vous pouviez retrouver un exemplaire de Feu pâle. Donc ça, c'est ma jaquette que vous trouvez dans la. On voit rien du tout. Que vous trouvez dans la. Je sais pas si on peut le baisser un peu. Que vous pouvez trouver dans la vitrine. Je pense que c'est surtout celle-là en fait. C'est un peu mieux. Ouais, ça va. Parfait. Merci. Ça craint le soleil, c'est pour ça qu'il faut baisser. Donc vous avez cette vitrine ici avec le catalogue Feu pâle. Vous retrouvez aussi une couverture des cahiers du MNAM sur laquelle on trouve la publicité Histoire de l'art, cherche personnage. Et les livres à côté, donc vous retrouvez 26 Kazumi Station, 36 Fire Station et d'autres ouvrages de ce type-là. Et donc dans la droite de la vitrine, j'avais constitué une pile de livres. Donc j'avais demandé au même conservateur, Didier Schwimam, de sortir tous les titres de livres qui comportaient le beau chef-d'œuvre ou masterpiece en fait dans leur titre, parce que l'exposition au Centre Pompidou-Metz s'appelait chef-d'œuvre. Et la particularité de la notion de chef-d'œuvre, en fait, c'est qu'on faisait un peu le constat que une œuvre devient un chef-d'œuvre à partir du moment où, un bon indicateur de chef-d'œuvre, c'est la question de la reproduction. C'est-à-dire que plus une œuvre est reproduite, plus une œuvre est commentée, plus une œuvre est documentée, plus elle occupe une place importante en fait dans l'histoire de l'art. Et donc la notion de chef-d'œuvre, il y a un contraste entre l'idée d'une œuvre absolument originale et singulière et le fait qu'elle soit également déclinée comme ça sous toutes ses formes, en poster, en affiche, en œuvre, en casquette, en tout ce que vous voulez. Donc il y a vraiment ce contraste entre une œuvre qui à un moment donné occupe une place très singulière dans l'histoire de l'art, qui va lui donner un poids extrêmement important, et de l'autre peut-être son délitement aussi par la reproduction, le fait que quelque chose s'épuise aussi, son aura s'épuise par la multiplicité de ses reproductions. Alors, toujours avec un retour au Centre Pompidou à Paris, à l'occasion du nouveau festival en 2015 qui tournait cette année-là autour de la question du jeu. Et Michel Gauthier, que vous citiez tout à l'heure, m'invite à venir présenter une œuvre que j'avais réalisée en 2008 qui s'appelle Pile ou Face. La voici. C'est une pièce d'1 euro. Et à l'occasion d'une exposition personnelle avec Julie Fortier en 2008 à Marseille, on avait proposé de tirer à pile ou face la tenue de l'exposition. Donc la veille du vernissage, le directeur de la galerie tirait une pièce d'1 euro à pile ou face. On a dit si ça tombe sur pile, on fait l'exposition et on montre les œuvres que tu as produites, et si ça tombe sur face, l'expo est fermée, on ne montre rien du tout. Et donc la veille du vernissage, c'est tombé sur face, donc l'exposition n'a pas eu lieu. Mais la pièce a été acquise par des collectionneurs d'art conceptuel comme un fétiche de non-exposition. C'était la trace d'une non-exposition, donc cette pièce est rentrée dans leur collection. Et donc Michel Gauthier me demande de venir parler de cette aventure. Donc là, vous avez la galerie vide. Et donc j'invite les collectionneurs qui possèdent cette pièce, Marc et José Jean Solin, qui sont des psychiatres, à venir parler avec moi, présenter cette œuvre-là, qui a été d'ailleurs aussi des collectionneurs de Philippe Thomas. Ça, peut-être on en reparlera tout à l'heure, mais beaucoup de personnes avec qui je travaille aujourd'hui, qui collectionnent mon travail, sont aussi des collectionneurs de Philippe
Donc, comme j'étais pas satisfait à l'idée simplement de parler de ce projet, j'avais envie de la remettre en jeu, cette pièce pile ou face, de réactiver quelque chose avec un enjeu intéressant. Donc, comme on se retrouvait au Centre Pompidou Paris, je me suis dit que c'était l'occasion de remettre en jeu le sort de la jaquette feu pâle que j'avais utilisée à la bibliothèque quelques années auparavant. Donc, j'ai proposé, si ça tombe sur pile, je fais don au musée en fait de la jaquette feu pâle. Après l'avoir volée à la bibliothèque, elle serait arrivée dans l'espace musée, donc vraiment comme elle avait déjà été exposée, donc du coup c'était devenu une œuvre par ce passage-là. Côté face, j'avais décidé que la jaquette disparaisse en mer Méditerranée. Je m'étais dit, avec un titre comme Feu pâle, je cherchais une belle manière finalement de faire disparaître cette œuvre-là. Et j'avais en tête en fait les 3 autoportraits que vous présentiez tout à l'heure avec cet horizon de la mer Méditerranée. Et donc l'idée d'avoir cette œuvre qui pouvait repartir comme ça au loin en mer, je me suis dit que c'était une belle fin pour cet objet-là. Et la pièce était encore tombée sur face. Donc je n'ai pas fait don de la jaquette au musée, mais le jour même, j'ai plié la jaquette du livre en forme de bateau, en annonçant donc qu'elle allait disparaître en mer Méditerranée. Donc les collectionneurs, voilà le triptyque ici, vu l'esprit, les autoportraits. Mais j'avais comme ça l'idée d'une sorte de boucle, de quelque chose qui pouvait retourner d'où ça venait. Donc les collectionneurs étaient un peu désespérés à l'idée que j'ai perdu ma galerie aussi, parce qu'ils avaient quand même, c'était une œuvre qui était proposée, je sais plus, à 8 ou 9 000 euros. Ils se sont dit quand même ça fait une grosse perte pour la galerie. Donc, mais je trouvais que c'était une très belle fin pour cette histoire-là. Donc il y avait vraiment un retour comme ça. Donc les collectionneurs me disent, mais tu sais Yann, il existe une structure de mécénat dans le sud de la France qui supporte des projets d'artistes. Tu devrais peut-être envoyer un dossier pour faire quelque chose à partir de Feu pâle, etc. Donc j'ai écrit un projet pour essayer de prolonger cette histoire de Feu pâle et de pouvoir en raconter l'histoire. Donc j'ai été sélectionné avec d'autres artistes en fait pour financer un projet d'édition pour raconter la trajectoire de Feu pâle. Donc à cette occasion, j'ai rencontré une autre artiste qui s'appelle Eva Barthaud, avec laquelle j'ai développé beaucoup d'affinités artistiques. Et dans le cadre de cette opération de mécénat, ils organisent en fait, outre le financement du projet, ils organisent une soirée qui s'appelle la soirée coup de cœur, au cours de laquelle les mécènes en fait, qui sont dépossédés du choix des artistes, il y a un jury qui choisit les artistes, et puis les gens qui donnent de l'argent ne choisissent pas les artistes, donc ils se sentent un peu lésés parce qu'ils n'ont pas les compétences pour, ils ont juste l'argent, mais donc ils donnent de l'argent mais ils ne choisissent pas les artistes. Donc il y a une soirée qui est organisée au cours de laquelle en fait ils élisent parmi les 8 ou 9 lauréats de l'année un projet en particulier qui reçoit encore plus d'argent en fait pour pouvoir réaliser le projet. Donc cet esprit de compétition ne nous plaisait pas du tout avec Eva, l'idée que les artistes soient en compétition les uns avec les autres. Et on a décidé pour cette soirée en fait d'intervertir nos signatures. Donc Eva est devenue l'auteur en fait du projet Feu pâle et je suis devenu l'auteur de son projet All In. Donc on a fait publier un erratum en fait dans le petit livret qui avait été édité pour l'occasion. Que les gens ont ramassé au début de la soirée, donc ils ont pu voir qu'il y avait juste, c'est un peu grossier comme erreur, mais il y avait une erreur d'attribution en fait sur les projets. Donc Eva fait la présentation de mon projet sur le toit d'un immeuble à Marseille face à la Méditerranée. Donc elle a raconté toute l'histoire de Feu pâle. Dans l'audience, il y avait quand même ces collectionneurs, Jean Solin, qui étaient là, donc ils se doutaient qu'il y avait un truc un peu étrange dans l'affaire. Et moi, j'ai présenté son projet All In, qui était un projet d'une nature particulière, parce qu'elle avait demandé en fait 3 000 € pour réaliser un projet d'édition
Mais le principe de son édition était qu'elle allait jouer les 3 000 € au casino. C'est-à-dire que selon les gains ou selon les pertes, le livre allait avoir soit ne pas exister du tout si elle perdait totalement l'argent qui lui avait été confié, soit elle avait la possibilité de faire un livre plus ou moins luxueux en fonction des gains et des pertes. Donc elle avait comme ça joué au casino un certain nombre de fois avec Jacob Fabricius, un commissaire d'expo avec qui elle menait ce projet-là. Il restait avec des gains, des pertes. Au moment de la soirée, il restait à peu près 2 000 € sur les 3 000 qu'elle avait eu au départ. Et donc j'ai annoncé ce soir-là en fait que puisque voilà, j'endossais son projet, je me suis dit que j'ai annoncé ce soir-là au mécène avec l'accord d'Eva évidemment, qu'on allait tout jouer en fait le lendemain au casino qui se trouvait à côté de Marseille, les 2 000 €. Donc on donne la combinaison sur le. On essaie de tout jouer en fait en un coup pour pouvoir soit gagner le maximum, soit tout perdre en un coup pour en finir avec ce projet. Donc on n'a pas remporté le prix ce soir-là, c'est un autre artiste qui l'a gagné. Mais donc comme prévu, le lendemain soir on va au casino et donc l'étape de roulette, en fait, elle jouait à la roulette. Et l'étape de roulette ouvrait à 21h, on arrivait un petit peu avant. Donc on fait un schéma en fait sur la table du bar avant pour savoir comment placer l'argent. Parce que c'est un petit casino et les paris étaient plafonnés en fait. On ne pouvait pas mettre plus que 40 € sur un numéro simple. Il y avait des plafonds en fait pour ne pas gagner trop si jamais on gagne. Donc on avait 2 000 € à placer en un coup sur la table en s'arrangeant pour pouvoir tout perdre d'un coup ou gagner le maximum. Donc on avait placé, chacun on avait choisi un numéro, on avait choisi le 31, le 26 et le 20. Donc là-dessus on avait mis 40 € et puis on avait mis sur passe et noir et impair en fait tout le reste d'argent. Donc si ça tombait sur rouge, pair, on perdait tout et en fait c'est tombé sur 31 noir, impair et passe. Donc on a gagné le maximum qu'il était possible de gagner. Donc Eva s'est retrouvée avec, je ne sais plus, 5 ou 6 000 € à devoir dépenser finalement. Donc elle a pu faire son livre. Voilà le livre en question. On était quand même content d'avoir gagné. C'était assez inespéré. Et donc le livre est bien paru quelques mois plus tard. Et son ouvrage, en fait, c'est une anthologie du pari. C'est une anthologie of gambling. Donc elle a sollicité en fait plein de différents contributeurs. C'est des reproductions en fait de textes choisis par une sorte de comité de lecture sur la question du pari. Donc le livre est bien paru. Mais moi, mon projet était toujours pas avancé, c'est-à-dire que je me retrouvais toujours dans cet engagement d'avoir à faire, ayant reçu l'argent, un projet d'édition à partir de Feupal, mais j'étais assez récalcitrant à l'idée de produire un objet. Ce qui m'intéressait le plus dans l'affaire, c'était vraiment son récit. Et un autre ami, artiste, Nico Dox, qui est belge, lui a réalisé un projet en mer Méditerranée qui devait également être financé en fait par Mécènes du Sud 1 an ou 2 ans auparavant. Pour des histoires de contrats en fait et juridiques, il a rendu l'argent qu'on lui avait donné parce qu'il n'était pas d'accord sur les clauses du contrat avec Mécènes du Sud. Donc il a réalisé et financé son projet lui-même. Son projet consistait en une exposition en fait sur la mer Méditerranée, où plutôt que d'accrocher des tableaux dans un musée, en fait, il a proposé à des artistes de dessiner des voiles de bateau. Et en fait, l'exposition avait lieu sur l'eau pendant une régate qui durait un week-end. Donc, pour financer son projet, Nico avait mis en vente en fait des places sur des bateaux. Qui permettait, donc les gens pouvaient acheter des places, participer à la régate avec l'argent en fait des places vendues. Ça permettait donc de financer le projet. Donc avec l'argent que j'ai reçu de Mécènes du Sud, qui lui avait été enlevé pour des sortes de contrats, moi j'ai acheté des places en fait sur ces bateaux. Donc ça m'a permis en fait de participer à la régate, de soutenir son projet. Donc je me suis rendu, je ne sais plus trop les dates, mais je pense il y a 2 ans ou 3 ans, sur les lieux en fait pour cette régate. Et Nico m'a proposé en fait de mettre à l'eau en fait la jaquette Feupal à l'occasion, parce qu'il me fallait un bateau en fait pour aller en mer.
J'avais pas de bateau et donc je me suis dit bon bah lui il fait un projet sur l'eau, donc il m'a proposé bah viens sur un bateau, tu fais le lancement de ta jaquette depuis un des bateaux. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je vais à Marseille pour un week-end plutôt que de louer une chambre d'hôtel. J'ai préféré louer aussi un bateau dans le port de Marseille, donc c'est plus sympa sur Airbnb plutôt que d'être dans une chambre d'hôtel. J'avais trouvé un navigateur qui mettait à louer son bateau en fait pour y dormir. Donc la veille en fait de la régate, je croise dans une foire d'art contemporain qui a lieu tous les étés à Marseille, Daniel Bosser. Daniel Bosser, c'est un collectionneur qui est également signataire de cet ouvrage de Philippe Thomas. Philippe Thomas décline son identité. Daniel Bosser possède plusieurs œuvres de Philippe Thomas dont il est signataire. Il avait notamment été l'auteur de cette pièce de théâtre qui s'était passée au Centre Pompidou sous la forme d'une conférence. Hasard plutôt heureux de croiser Daniel la veille du départ en bateau sur une foire d'art contemporain. Et donc je dis à Daniel, je vais mettre Feupal à l'eau demain. J'ai acheté 2 places sur les bateaux. Il y en avait une pour moi et une pour Philippe Thomas. Mais puisque tu es là, est-ce que tu veux pas venir à la place de Philippe Thomas sur le bateau? Et Daniel me dit écoute, demain j'ai déjà une visite prévue. Il devait avec d'autres collectionneurs aller visiter une fondation à Arles, donc il n'était pas disponible à l'heure en fait à laquelle on partait. À 14h on devait quitter le port de Marseille pour partir en régate et il n'était pas encore rentré. Il ne serait pas de retour à Marseille avant 16h. Donc j'ai proposé en fait, comme je dormais sur un bateau, en fait j'ai contacté le propriétaire du bateau et je lui ai demandé est-ce que vous pouvez attendre quelqu'un à quai en fait dans le port de Marseille, et puis quand il arrive en fait vous nous rejoignez. Donc on s'est arrangé comme ça. Donc j'envoie un texto à Daniel, je lui dis il y a un bateau qui t'attend à 16h dans le port de Marseille. Quand tu rentres, tu montes dedans et tu nous rejoins au large pour mettre à l'eau Feupal. Et il me dit mais tu rigoles quoi. Il y a vraiment un bateau qui l'attendait. Donc on est parti. Donc là, vous avez différentes voiles qui ont été dessinées par différents artistes. Ici de Rikri Tiravanija, ici de Anne-Veruca Jensen, Jonas Mekas. On a plusieurs artistes comme ça qui ont participé au projet de Nico. Et en fin d'après-midi, donc le bateau sur lequel je dormais nous rejoint avec Daniel Bosser à son bord pour mettre à l'eau Feupal. Ici, c'est mon galeriste à gauche. Donc voilà, il a le bateau Feupal dans ses mains, et donc il met comme ça la jaquette à l'eau. Ça a été un moment extrêmement émouvant et une boucle assez belle en fait par rapport à l'histoire de Feupal, par rapport aux gens aux personnes qui ont accompagné aussi encore vivantes, qui ont accompagné l'œuvre de Philippe Thomas. Et donc voilà comment la journée s'est terminée en mer Méditerranée. Quelques temps après, dans le cadre d'un travail de recherche mené avec le Centre d'art de la Criée à Rennes, l'année dernière, il y a eu tout un cycle d'expositions sur la question du récit qui s'appelait Alors que j'écoutais moi aussi, dont j'étais un des co-commissaires. Il y avait un des projets en fait qu'on devait conduire avec la bibliothèque Kandinsky dans le cadre du 40e anniversaire. Donc on était invités, plusieurs artistes, à venir faire des travaux de recherche en fait dans la bibliothèque. Donc c'est l'endroit où j'avais dérobé la jaquette Feupal en 2006, et là on y revient en 2017, donc plus de 10 ans après. Et la bibliothèque Kandinsky possède toutes les archives de Philippe Thomas qui ont été en fait versées par Claire Burrus à la bibliothèque il y a quelques années. Certaines sont confidentielles, donc il faut son accord en fait pour lire certaines parties. Et donc j'étais extrêmement curieux de pouvoir lire ces journaux, de regarder tous les documents. Et j'ai été notamment intrigué en fait par les négatifs qui ont servi en fait à réaliser cet autoportrait qu'on a vu tout à l'heure. Et en regardant les amorces de pellicule, je me suis rendu compte en fait que ces photos ont été prises au large des îles du Frioul. C'est l'endroit même où j'ai mis à l'eau Feupal. Donc là, il y avait vraiment une boucle plus que parfaite.
puisque en lisant ses carnets, il raconte sa journée, voilà, dans le port de Marseille, je vais aller sur les îles de Frioul, donc je découvre en fait que l'endroit où on a mis à l'eau la jaquette, en fait, c'est l'endroit même où ces photographies ont été prises. Donc il y a vraiment comme ça un rebouclage qui s'est opéré. Donc dans le cadre de on a fait une soirée à la bibliothèque Kandinsky avec différents artistes, où là j'ai fait une petite exposition dans les vitrines de la bibliothèque pour montrer un peu le parcours de Feu Pâle. Et Nico Dox, qui avait organisé cette exposition sur la mer, a réalisé un petit livre d'artiste qui s'appelle Un voyage en mer Méditerranée, qui d'ailleurs est fait sur le modèle d'un autre ouvrage de Marcel Brotard, ça on en parlait tout à l'heure. Donc dans lequel vous avez plein de photographies de la croisière, et comme supplément, en fait, de même que la performance de la mise à l'eau était greffée comme ça sur la régate, en supplément en fait de l'ouvrage, vous avez un petit bateau en papier que vous pouvez déplier, qui reproduit en facsimilé la jaquette Feu Pâle qui a disparu, et dans laquelle en fait sont documentés par le biais d'images et de courtes notices une sorte de photoroman de la trajectoire de Feu Pâle, qui est aujourd'hui la seule trace finalement qui reste de cette aventure avec cette jaquette décolorée. Voilà. Et ben j'en ai fini avec Feu Pâle. Bien. Merci beaucoup de nous avoir retracé ces 10 ans de projet et finalement ce récit parfait, parce que guidé par le hasard notamment. Et moi j'ai plein de questions, mais peut-être que je vais d'abord laisser la parole à la salle, parce que je pense que vous avez aussi des questions à poser à Yann Serrano sur ce projet, sur ce lien avec les fantômes et les locales. Moi, j'ai pas une question, mais comme je travaille sur une fiction d'auteur par ailleurs, j'ai tendance un peu à me méfier de toutes les informations qu'on me donne, et donc c'est vraiment vrai, le fait que ça soit au même endroit de la Méditerranée. Il faut aller vérifier. Mais il faut aller dans les archives. C'est un vrai roman. Hein. Ouais, en fait c'est assez étonnant, parce qu'en fait ce sont que des choses qui arrivent. Et en même temps, les choses sont tellement. C'est tellement. Enfin, on a l'impression que c'est tellement écrit qu'on a du mal à y croire. Mais j'ai toutes les preuves, c'est ça. Pièce d'archives. Enfin, toute la question de l'historien, c'est la preuve des sources, en fait. Il y a finalement entre le travail de l'historien et du romancier, la seule différence, c'est qu'il y en a un qui peut prouver ses sources et l'autre, c'est un peu plus compliqué. Et sinon, plus sérieusement, j'avais une autre idée qui m'était venue en écoutant Louise au début et par la suite sur la question du fantôme des disparitions. Et il me semblait que, enfin, c'est pas ce que tu as dit, mais le fantôme c'est une disparition d'auteur, c'est un effacement, etc. Mais en même temps, c'est aussi complètement l'inverse, c'est-à-dire que le fantôme c'est la persistance en fait. Comment ça revient. Ça ne disparaît jamais. Et même ce bateau qui ne disparaît pas, on a l'impression qu'il va peut-être apparaître. Il va peut-être échouer à un moment donné sur une plage, je sais pas où. Oui, ou qu'il y ait... Enfin, en tout cas, le principe du fantôme, c'est que, en fait, c'est justement la mort qui ne se réalise jamais. Je sais pas comment on peut interpréter tous ces signes, en fait, entre les incendies, les choses qui arrivent, etc., et qui se dessinent dans un vrai fil narratif, dans une vraie cohésion. Alors, je ne sais pas est-ce qu'on peut croire au retour des fantômes ou pas. Les bibliothécaires fantomatiques. Et puis il y a des fantômes, par exemple, si on considère les acheteurs du travail de Philippe Thomas, qui ne portent que le nom finalement, mais ne sont auteurs de rien. C'est-à-dire que c'est un peu comme Daniel Gosser n'a pas écrit une seule ligne de cet ouvrage-là, et pour autant en fait il endosse une figure d'auteur. En tout cas, c'est comme ça qu'il est indexé dans les bibliothèques et les musées, et pour autant
là on a le schéma inverse. D'un côté on a l'œuvre de quelqu'un dont le nom apparaît nulle part, et de l'autre côté on a des noms qui apparaissent, mais sans qu'il n'y ait finalement, la seule chose qu'ils ont fait, c'est d'acheter la proposition qui lui permet d'exister comme objet, comme proposition. Mais ce qui m'interrogeait, je ne connais pas du tout Philippe Thomas, je découvre plein de choses aujourd'hui, mais c'est que c'est à la fois une manière de un peu détourner le geste de signature, l'archivage, le travail aussi de conservation, et en même temps c'est quand même un geste pictorial très fort qui fait que son nom persiste complètement. Et qui crée aussi un effet presque de mythologie individuelle. Oui, c'est ça. Absolument, je pense que plus on a de disparitions, plus on a de manque, et peut-être à l'inverse, plus justement on peut déceler une sorte de force aussi, de persistance en fait. Et les indications qu'il a données lui-même d'usage, et même d'usage des archives les archives, en fait, ça c'est pas du tout de son fait, c'est Claire Burrus qui est ayant droit en fait de la succession Philippe Thomas, du coup qui a versé les archives, mais comme il y a des parties qui sont très intimes en fait dans les journaux, et dont il peut parler de personnes qui sont toujours vivantes, etc. C'est ce qui fait que certains accès ne sont pas donnés sans son accord. Mais c'est beaucoup plus lié. Mais c'est le cas dans toutes les archives. Vous avez, je ne sais pas si vous allez à l'IMEC ou dans des endroits comme ça, tout ce qui relève de la vie intime et personnelle, en fait, c'est protégé. Donc, si vous voulez avoir accès en fait à certaines informations, il faut l'accord et ça, c'est pas du tout orchestré. C'est pas du tout orchestré. D'ailleurs, ce qui est assez touchant quand on lit les archives et les journaux, c'est de voir à quel point ils doutent. C'est-à-dire que il y a des moments où, quand on lit ces journaux, on se demande est-ce qu'il a la conscience qu'un jour ils seront lus par quelqu'un, parce qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes de ce point de vue-là. Et en même temps, il est plein de doutes. Donc, il n'est pas. Je pense pas qu'il est. C'est un travail qui est assez court, qui est très orchestré, qui est très réfléchi, qui est très pensé. Mais quand on regarde vraiment tous les travaux préparatoires, etc., c'est pas du tout quelque chose qui, disons, qui est une sorte de machine froide qui serait complètement cérébrale et complètement. Il y a plein d'incertitudes et plein de. Ce qui la rend beaucoup plus humaine aussi comme Mais moi, c'est ce que j'avais vu dans les travaux critiques sur Philippe Thomas, c'est-à-dire que les critiques posaient la question de la prédétermination, en fait, à quel point il avait conscience que son jeu de disparition était en fait un jeu d'assumption d'une identité octoriale fantomatique mais extrêmement présente. Un des projets qu'il n'a jamais pu réaliser, c'est Émile Jarret qui a fait sa thèse sur Philippe Thomas et qui a fait aussi tout le travail d'indexation des archives. Me racontait que son projet c'était d'écrire un roman. Et donc tout ce travail qu'il a fait dans l'espace réel du monde de l'art devait aboutir à un livre. Il y a cette phrase de Mallarmé là, qu'on citait tout à l'heure, mais il y avait vraiment cette idée que le monde de l'art, le petit monde de l'art, est juste une scène. On est vraiment comme au théâtre, on est sur quelque chose avec des acteurs, des personnages. L'histoire de l'art cherche personnages. Donc il voulait, je pense, vraiment pouvoir expérimenter, vivre quelque chose sur la scène de l'art pour pouvoir ensuite le raconter dans un récit, dans un roman. Chose qu'il n'a pas eu le temps de faire. Mais il y a vraiment, tout est à l'état de, voilà, on a les archives, on a l'œuvre, on a les commentaires, on a tous les éléments, mais tout ça aurait dû aboutir à un livre. Feu pâle, d'une certaine manière, c'est déjà une manière de ramasser beaucoup de choses qui l'intéressent dans son travail sous la forme d'un livre. D'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard que la couleur de la jaquette, c'est la chair est triste. Et j'ai lu tous les livres. Donc c'est quand même la couleur de la peau qui décolore ou qui se colore. Mais déjà, il y a cette idée du livre, en fait, qui est un peu le point d'aboutissement de toute son œuvre. Donc je pense qu'il y a un élément. Il a un parcours en littérature, il a des sources extrêmement littéraires. C'est quelqu'un qui écrit. Ce qui est étonnant, c'est que son écriture est dans ses carnets, est très infantile, très scolaire, vraiment une écriture un peu d'écolier. Mais je pense que toute l'œuvre est conduite vers l'idée
de faire un roman, en fait, de vraiment d'écrire. Mais sur la base, certainement, de choses réelles, en fait, qui ont pu être conduites et ensuite qui peuvent être racontées. C'est comme ça que je l'interprète, je sais pas. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça supposerait qu'en fait, il construit son propre paradigme indiciaire, c'est-à-dire qu'il construit les traces d'abord à partir desquelles il va pouvoir construire ensuite sa narration. Alors que normalement, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait la narration à partir des traces. Donc il a ce jeu de renversement. C'est peut-être aussi je sais pas, il a une espèce de retour du réel, je sais pas comment le dire, mais de votre côté, l'aboutissement à un livre, c'est envisagé ou c'est vraiment la volonté de ne pas alourdir la bibliothèque? J'en ai produit quelques-uns, mais l'idée d'une somme, en fait, non. Enfin, après, il y a un livre, par exemple, que j'ai publié il y a une dizaine d'années, qui est celui-ci, qui fonctionne aussi sur un mode assez interstitiel, qui est un catalogue, en fait, sur mon travail jusqu'en 2009. Il a été imprimé par-dessus. C'est encore une autre histoire de hasard, mais j'ai fait une exposition en 2008 au Palais de Tokyo où je présentais un petit cube, un coffret blanc comprenant 18 exemplaires de l'essai de Brian Alberti, Inside the White Cube, qui est un essai extrêmement important dans l'histoire de l'art, parce que c'est une déconstruction un peu de l'espace idéal d'exposition. J'avais remarqué que quand on mettait 18 exemplaires les uns à côté des autres, ça faisait un cube parfait, donc c'est ce que j'ai présenté dans l'espace d'exposition. Et à cette occasion, on m'a dit, tiens, il y a une traduction française de l'essai de Brian Alberti qui se prépare. Et au même moment, j'ai reçu une invitation de Christophe Keller, un éditeur, pour faire un livre dans sa collection. Et il se trouvait que les deux ouvrages étaient publiés chez le même éditeur. Donc j'ai proposé en fait que mon catalogue, le livre, soit réimprimé par-dessus les feuilles d'imprimerie de l'ouvrage de Brian Alberti dont je m'étais servi dans une sculpture. Donc cet ouvrage-là, il fonctionne comme un palimpseste. On a vraiment des carrés blancs qui recouvrent les pages du livre précédent, sur lesquels sont réimprimés des éléments, des commentaires et des reproductions, mais qui jouent avec ce qu'il y a en dessous. Donc là, c'est vraiment un livre qui joue sur ces phénomènes de dialogue, d'intertextualité, etc., mais physiquement, c'est-à-dire vraiment dans les matériaux et dans l'objet livre lui-même. Donc ça, c'est un exemple, si vous voulez, de livre possible, mais toujours dans son interaction avec l'espace de la bibliothèque et avec d'autres livres, mais pas du tout dans l'idée de réunir les choses en un seul volume. C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup plus intéressé par l'idée de dispersion, par les possibilités d'insert, de supplément, de tous ces éléments en fait qui vont faire qu'on travaille à une échelle qui n'est pas celle du livre clos sur lui-même, mais vraiment à l'échelle dans l'espace de la bibliothèque. Et par exemple, le fait que le projet FEPAL soit relaté de manière aussi légère et glisser entre, parce que c'est une reliure comme ça, glisser entre deux pages du bouquin, on peut passer à côté, il peut tomber, etc. Mais il y a vraiment cette idée de quelque chose qui vient s'insérer dans des éléments déjà existants. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une manière, en fait, de faire exister les choses aussi dans une c'est un peu comme être embarqué dans un bateau. Enfin, vous voyez, il faut monter à bord, quoi. Et puis ensuite, le bateau, il fait son chemin. Chaque exemplaire, en fait, parce que le livre, ce sont aussi des objets qui ont une vie, et du coup, chaque exemplaire a une trajectoire particulière. Donc, c'est plutôt, quand on produit un multiple, c'est potentiellement autant de fils narratifs potentiels de par la multiplication des exemplaires. Donc non, j'ai pas du tout le fantasme de tout réunir en un livre qui contiendrait tout, au contraire.
plutôt d'exploser la reliure. D'autres questions? Puis ce qui nous reste, là, quand on travaillait sur ce cycle autour du récit avec à la criée, on a lu ce livre de Giorgio Agamben, Le feu et le récit. Et il commence l'ouvrage d'une manière assez intéressante avec une petite histoire juive qui raconte, je peux vous la lire, elle est assez courte. C'est assez intéressant sur... je vous la lis. Quand le Baal Shem avait une tâche difficile devant lui, il allait à une certaine place dans les bois, allumer un feu et méditer en prière, et ce qu'il avait décidé d'accomplir fut fait. Quand une génération plus tard, le Maguide de Messérit se trouvant en face de la même tâche, il alla à la même place dans les bois et dit « Nous ne pouvons plus allumer le feu, mais nous pouvons encore dire les prières. » Et ce qu'il désirait faire devint la réalité. De nouveau, une génération plus tard, Rabbi Moshe Leib de Sassov eut à accomplir cette même tâche. Et lui aussi alla dans les bois et dit « Nous ne pouvons plus allumer un feu, et nous ne connaissons plus les méditations secrètes qui appartiennent à la prière, mais nous savons la place dans les bois où cela s'est passé, ce doit être suffisant, et cela suffit. » Mais quand une autre génération fut passée, et que Rabbi Israël de Rifin, invité à accomplir la même tâche, s'assit sur son fauteuil doré dans son château, il dit « Nous ne pouvons plus allumer le feu, nous ne pouvons plus dire les prières, nous ne savons plus la place, mais nous pouvons raconter l'histoire de comment cela s'est fait, et encore une fois, cela suffit. » Donc à un moment donné, une fois qu'on a perdu les sources, c'est-à-dire que l'impulsion première, la trace, les choses avec le temps finalement se perdent, et parfois il ne reste plus que ce qu'on en raconte. Et c'est ces phénomènes-là qui sont, quand vous parliez tout à l'heure des effets de la disparition, je pense que si l'œuvre de Philippe Thomas peut trouver une place qui peut occuper disons, revivre un certain intérêt, c'est aussi par sa disparition. C'est-à-dire que le manque d'éléments, ça laisse une porte ouverte en fait pour le récit. Et si on a autant par exemple de commentaires, de spéculations sur une œuvre, sur celle comme La Fontaine de Marcel Duchamp par exemple, qui est un peu une icône du XXe siècle, c'est que l'original a disparu. Donc à un moment donné, quand vous avez un élément manquant, en fait, c'est ce qui ouvre en fait à l'interprétation, au récit, aux commentaires. Et donc quand vous avez un auteur qui manque, ça crée encore plus peut-être cet effet de mythologisation. Je ne sais pas comment dire, mais je pense que c'est tout ce qui est lacunaire en fait, ce sont vraiment des éléments qui ouvrent la nécessité du récit. Quand on est dans des archives, par exemple, et qu'il nous manque certaines pièces, comme dans un puzzle, vous êtes obligé d'imaginer la pièce qui manque pour pouvoir relier les morceaux entre eux. Donc ça, c'est encore une fois une ouverture sur le récit, et qui sont bien plus importants et bien plus forts finalement que les sources originales ou les objets. Donc l'orchestration peut-être de Philippe Thomas, peut-être c'est une œuvre qui commence à être traduite en anglais par exemple, parce qu'il y a une question aussi de langue, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui est très française, qui s'est située principalement sur la scène artistique française, qui a fait quelques incursions aux États-Unis, mais qui n'a pas laissé de marque importante. Et dans le cadre de la succession Philippe Thomas, Daniel Bosser a traduit en anglais son ouvrage Philippe Thomas décline son identité. Donc potentiellement, c'est une œuvre qui peut gagner en audience, mais comme les auteurs sont verrouillés, c'est-à-dire que si une personne aujourd'hui rachète aux enchères ou sur le second marché une œuvre de Philippe Thomas, elle aura toujours pour titre comme auteur Daniel Bosser. Donc le jeu s'est arrêté d'une certaine manière. C'est-à-dire que le jeu des auteurs, de porter le nom en fait de celui qui achète, il a marché que sur une période de temps très limitée, qui était celle de l'existence de l'œuvre. Donc la fiction, elle est très circonscrite aussi à des éléments. En fait, ça pose aussi la question de quelle est la place des autres en fait dans l'œuvre. Et je pense que, par exemple, ce qui m'avait beaucoup frappé dans l'œuvre de Roucher, dans ses livres,
c'est qu'il y a énormément de pages blanches, il y a énormément d'espaces vides, énormément d'espaces de respiration. Et plus une œuvre va laisser des éléments lacunaires, blancs, etc., plus la potentialité finalement de la reprise, de la réinterprétation, de l'insert devient possible. Et en gros, quelles sont les brèches ou quels sont les espaces vacants existants dans l'œuvre de Philippe Thomas? C'est une question à poser, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste du vide en fait ou pas dedans? Et pour qu'une œuvre puisse continuer à vivre, à mon avis, il faut qu'elle ménage des zones de vacances pour que d'autres puissent s'y articuler, s'y engouffrer, les développer, etc. Le commentaire, c'est toujours un peu ça, enfin même chez Nabokov, l'exemple de Feu Pâle, ça n'est que ça, d'une certaine manière. Donc c'est une question, je pense, que peut-être soulève cette question de sa fermeture. C'est-à-dire, est-ce que c'est une œuvre qui est ouverte ou pas, quoi. Mais c'est intéressant parce que dans Feu Pâle même, en fait, il y a des critiques qui ont posé la question de savoir s'il fallait considérer le poème Feu Pâle comme une parodie de la part de Nabokov ou comme un poème sérieux de Nabokov, à partir duquel il aurait construit une fiction délirante de commentaires, en fait. Et le statut même du poème, il y a eu des éditions autonomes du poème, comme si c'était un ouvrage poétique classique, quoi. Et il me semble qu'il y a un peu cette incertitude aussi chez Philippe Thomas. J'ai l'impression qu'il y a effectivement tout le travail de la disparition et de la vacance, mais il y a aussi le travail de la mise en scène de sa propre archive. Quand il reprend des œuvres antérieures dans ses œuvres, en les refotographiant, quand il reprend des discours critiques qu'il photographie dans des caniveaux, par exemple. Je sais plus, c'est une photo qui s'appelle Marseille ou Paris, je sais plus lieu, mais enfin, il y a tout un travail de mise en scène aussi de l'archive pour relancer le récit. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous pratiquez aussi. Cette histoire de Pépage, c'est ça, c'est chercher à réarticuler l'archive à un récit nouveau possible, en la faisant disparaître, en même temps en la préservant, même sous la forme d'un facsimilé de facsimilé. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose, c'est que c'est un projet qui remonte un peu loin, mais j'avais fait un poster il y a une dizaine d'années à partir de l'erratum publié dans la question de l'erreur, en fait, c'est central. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une erreur, c'est ce qui va modifier la trajectoire de quelque chose qui avait été... nous avons pensé aller là, et puis il y a une erreur, un hasard, un truc comme ça qui va faire changer la ligne de direction. Et donc ça, c'est un moment extrêmement important. Je me suis toujours posé la question si cet erratum était un véritable un errata ou si c'était une mise en scène, parce qu'il y a 2 éditions du catalogue. Il y en a une dans laquelle il n'y a pas l'erratum et dans l'autre dans laquelle il y en a une. Et la phrase que vous avez lue tout à l'heure, à la fin du texte, rajouter « Aujourd'hui, rares sont les peintures qui s'adonnent au jeu d'une représentation sur laquelle ça vient de l'erratum ». Donc c'est intéressant de voir que le morceau que vous avez choisi, en fait, c'est celui qui a été rajouté dans l'erratum. En fait, pour tout vous dire, j'ai repris le texte, mais à partir de son édition par Alexis Vaillant. Alexis Vaillant a fait une édition de tous les textes de Philippe Thomas. Sur un lieu commun et autres textes. Et du coup, j'avais pas le catalogue sous la main au moment où j'ai préparé. C'est très intéressant de voir que dans la mise en forme de l'objet, vous vous rendez compte que le passage que vous avez cité, en fait, c'est celui qui figure dans l'erratum. Donc c'est assez... Et quand j'avais lu vous l'avez remis tout à l'heure, je trouvais que tout était concentré en fait dans ce passage-là. Et le fait qu'il se situe dans un erratum, pour moi, ça avait énormément de sens, parce que la question de l'erreur, elle est déterminante dans mon travail. De l'erreur, de l'événement, du hasard, qui va conduire les choses. Donc de pouvoir s'appuyer sur des pièces à conviction qui sont des erreurs, c'est quand même assez amusant. D'ailleurs, sur le catalogue Feu Pâle, en haut, vous avez écrit une pièce à conviction. C'est ce qui me plaisait beaucoup, en fait, dans cette jaquette décolorée. C'est que c'est un peu comme quelque chose qui est de l'ordre d'une enquête policière, ou des éléments. Vous avez des choses qui ont été posées, vous avez la trace fantomatique des éléments, et c'est même écrit une pièce à conviction. Donc il y a vraiment cette dimension de l'enquête, en fait, et de la filature, qui... oui, quand vous parliez de récit policier tout à l'heure, c'est un peu cette excitation-là. J'ai une question complètement pragmatique. Vous parlez des collectionneurs qui collectionnaient l'œuvre de Philippe Thomas. C'est des collections privées après, c'est des collections... Ouais, il y a les deux.
En fait, il a été soutenu par tout un réseau de collectionneurs privés que vous voyez sur la photo qui a été montrée tout à l'heure. Et puis, là où ça a été plus compliqué, c'est avec les musées. Mais il y a eu quelques œuvres acquises par des musées. Mais en effet, c'est quelque chose de quel nom on va mettre. C'est-à-dire que quand un conservateur de musée il est employé par le musée, il ne peut pas mettre son nom sur une œuvre qui est collectionnée par un musée. Donc ça a posé des difficultés en fait dans l'indexation des œuvres pour les œuvres qui ont été acquises par des institutions. Mais de mémoire, il n'y en a pas tant que ça en fait. Ce sont essentiellement des collectionneurs privés. Ce qui pose la question de la pérennité après. Mais qui peuvent faire don de leurs œuvres après au musée. Donc en fait, c'est là où l'œuvre est peut-être, quand elle finit au musée, où elle n'est plus vivante d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça devient quelque chose de l'ordre du patrimoine. C'est-à-dire que c'est la trace d'une époque. Quand, je ne sais pas, si Daniel Bosser donne ou d'autres collectionneurs font don à un musée d'une œuvre de Philippe Thomas sous leur nom, c'est eux qui passent à la postérité en tant que nom. Mais vous aurez une note, comme c'est le cas déjà à la bibliothèque Kandinsky, dans la section auteur, vous aurez bien le nom de... Mais très vraisemblablement, au bout d'un moment, on mettra entre crochets Philippe Thomas. C'est parce que les logiques de conservation des musées font qu'on recherche toujours... la fiction, elle a fonctionné en fait avec des particuliers pendant le temps de l'œuvre, beaucoup plus difficile à conduire avec des institutions qui sont dans un rapport au temps qui, en tout cas... qui est plus ou moins infini. C'est-à-dire qu'une œuvre qui est dans un musée, logiquement, à moins que le musée brûle, vous voyez, c'est pour l'éternité. Donc il y a cette dimension de trace historique de quelque chose, mais sans forcément en avoir le côté vivant dans le protocole. D'ailleurs, il y a eu l'exposition de l'ombre du Jaeger au MAMCO, donc à Genève, qui était donc une exposition en hommage à Philippe Thomas, qui s'appelle L'ombre du Jaeger, c'est un autre verre de Feu pâle de Nabokov. Et elle était sous-titrée Hommage à Philippe Thomas et elle redécalquait en fait Feu pâle, l'exposition. Donc là, il y avait véritablement en fait une restitution quasiment postérieure. Mais qui est là à titre d'archive en fait. Ce sont des expositions reconstitution qui témoignent d'une histoire qui a eu lieu, mais qui ne peut plus être vécue, qui ne peut plus être rejouée. Et je pense que tout ce que j'essaye de faire par rapport à des œuvres qui peuvent être mortes, fétichisées, c'est de les remettre en mouvement. Et c'est que l'impulsion qu'il y a, je pense, dans le rapport que j'ai eu à Feu pâle, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que c'était à un moment donné, cet accident qui est arrivé sur cette... Mais ça a été l'embrayeur, en fait, d'une succession de choses qui sont de la circulation, qui sont des rencontres, qui sont des hasards, qui sont des événements qui peuvent être racontés après coup. Mais l'impulsion derrière ça, c'est quelque chose qui est en vie. C'est vraiment d'être en mouvement permanent. C'est-à-dire que heureusement que c'est tombé surface à chaque fois, quoi. Parce que sinon, l'histoire elle s'arrêtait là. Vous voyez, c'est qu'à un moment donné, si c'était tombé sur pile, la jaquette aurait fini au musée d'art moderne et ce serait devenu. Après, alors il y aurait peut-être eu d'autres aventures, j'en sais rien. Mais d'une certaine manière, moi, ce qui m'habite vraiment dans le travail, dans le rapport à ce qui a été inscrit, dans le rapport à ce qui a été reproduit, dans ce qui a été figé par l'image, c'est de la remise en mouvement en fait de ces éléments-là et de pouvoir en faire des expériences réelles. Mais en effet, après, il y a pour autant une dimension narrative qui peut se raconter après coup, mais qui n'est, à la différence peut-être de Philippe Thomas, qui n'est absolument pas programmatique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire d'avance qu'on va aller là, qu'il faudrait arriver là. C'est-à-dire que c'est tout sauf stratégique. C'est des choses qui arrivent et sur lesquelles vous n'avez pas de maîtrise, mais c'est rebondir dans l'instant pour malgré tout réussir à tracer une ligne. Donc c'est une ligne narrative, c'est-à-dire que c'est peut-être il y a une espèce de tension qui se joue comme ça entre la volonté de créer un sens dans une succession d'événements qui arrivent pour que ça puisse tracer potentiellement une ligne. Mais je pense que l'idée principale, c'est quand même la mise en mouvement. Justement, cette question du hasard, du jeu, tout ce qu'on a injecté, c'était présent dans le Philippe Thomas aussi,
ou pas forcément justement. J'ai pas l'impression que cette dimension du... Alors je pense que ça joue tout le temps, enfin, chez n'importe qui, mais on s'en saisit ou pas. Là, j'ai plus l'impression d'une œuvre extrêmement stratégique, enfin extrêmement réfléchie, orchestrée. Par exemple, ça c'est un bon exemple, dans Philippe Thomas décline son identité parce que c'est le script en fait d'une conférence donnée au Centre Pompidou. Et en fait le texte est distribué aux spectateurs à la fin et ils se rendent compte que tout ça c'était une mise en scène, y compris le type qui intervient dans le public et la personne qui tousse ou qui verse un verre d'eau. Donc il y a cette dimension du scénario, du script préalable qui va dicter les gestes, les actions. Ça a été écrit au préalable. En rapport au récit, moi il est beaucoup plus du côté de l'après-coup, c'est-à-dire comment on peut donner une allure finalement presque de fiction, d'après ce que vous disiez, à quelque chose qui c'est de réel. Enfin, je crois. Pardon ? Jouer sur les potentialités du... Comme un potentiel de récit. Et puis, il y a des telles choses qui arrivent, on se dit non mais c'est pas possible. C'est pas vrai. Moi, je me posais la question de la préservation et de la diffusion de ce récit, parce que je sais qu'une des questions qui se posait, notamment à propos de Philippe Thomas, c'était, et que d'ailleurs vous avez souligné, c'est au fond, une fois que Philippe Thomas lui-même est disparu, que ceux qui étaient dans la connivence et dans le jeu avec lui à échanger leurs identités sont disparus ou vont disparaître, qu'est-ce qui perdure de la réalité intrinsèque de l'œuvre, qui était au fond une fiction partagée. Et je me pose la question de votre, puisque vous ne voulez pas faire de livre, puisque vous disiez dans les interstices, comment au fond est-ce que ce récit, c'est un récit qui est finalement relativement oral, qui se transforme et se transmet. Alors il y a cette trace-là, mais c'est un embryon de photo-roman en fait. C'est pas un roman photo. C'est un éphéméra. Donc dans le registre des choses imprimées, il y a toutes ces choses qu'on imprime pour une occasion et qui ne sont pas forcément gardées. C'est-à-dire, vous imprimez un flyer, vous imprimez voilà, c'est les éphéméras, c'est des choses, c'est pas comme un livre, c'est quelque chose qui reste pas forcément. Parce que là même, on est en train, par exemple, de capter ce moment-là, donc c'est une des modalités de diffusion du récit, mais au fond, qu'est-ce que... Donc finalement, c'est aussi dans une temporalité. Ouais, mais je pense que, enfin... Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les effets de transmission et de chaîne et une histoire, un peu comme ce que raconte Agamben dans Le Feu et le Récit. C'est une histoire, quelqu'un d'autre peut la raconter. Et ça, à un moment donné, on a perdu complètement la source. Mais je suis plus intéressé par ces phénomènes de transmission à travers le temps, avec toutes leurs distorsions, avec tous les effets de traduction, avec tous les effets d'incompréhension. Parce que je suis beaucoup plus fasciné par ça. C'est-à-dire qu'est-ce que ça peut bien devenir à partir de ce que c'était. Ça devient complètement autre chose et de faire le constat en fait de ces dérives permanentes, de ces écarts, ouais, je suis plus intéressé par ça. Après, je sais pas, mais de pas figer. De pas figer les choses en un seul. C'était quoi la question? La question, c'était celle de la diffusion et de la conservation du récit. Ah oui, ouais. Oui, il y a cet élément-là, voilà, qui peut être conservé ou pas, mais en même temps qui est très résumé. Mais je pense que le plus, ce sont juste c'est comme dans le rapport à l'archive, vous avez juste quelques fragments. Et à partir des fragments qui restent, faut que vous réussissiez à raconter quelque chose. Donc je suis plutôt dans ce goût en fait pour la dispersion de fragments qui potentiellement après peuvent constituer un tout, mais qui est seulement créé par la personne qui le fait. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus le fait de celui qui rassemble les morceaux que de ce qui s'est passé réellement. Donc ça, je suis plus intéressé par ça.
Mais c'est intéressant parce que du coup vous êtes dans une perspective inverse de celle de vos collectionneurs, c'est-à-dire que vos collectionneurs achètent les traces, finalement ils achètent la pièce de 1 euro qui en elle-même dit très peu de l'événement. Surtout qu'il y en a un deuxième qui s'est greffé après avec le même objet, mais ça on le sait ou on le sait pas parce que ça a permis de tirer aussi le sort de feu pair. Donc cet objet-là a été augmenté d'un second récit. Mais c'est le paradoxe des objets, et je pense des objets d'art. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse dans les objets d'art, en fait, ce sont vraiment des embrayeurs pour le récit. C'est-à-dire que ce sont des objets qu'on conserve les objets, on les soigne, on les emballe, on les restaure, etc. Mais finalement, ce qui peut-être nous interpelle le plus, au-delà des objets eux-mêmes, c'est justement les récits qui leur sont attachés. Et je pense que dans le rapport à l'histoire de l'art, d'ailleurs, les récits attachés aux objets sont bien plus importants que les objets eux-mêmes. Ce qui fait l'importance d'une œuvre, on parlait de La Fontaine de Duchamp tout à l'heure, c'est typiquement en fait la quantité de commentaires, d'interprétations, de réappropriation qui en fait un objet central à un moment donné. Et c'est pour ça que les objets sont... L'attachement, le désir de possession, c'est quelque chose d'assez curieux chez les collectionneurs. C'est-à-dire que de vouloir posséder l'objet, il y a une sorte de pensée magique autour de ça, où on pense que l'objet va contenir aussi tous ces récits. Et que quand on possède l'objet, on est à la fois responsable de sa diffusion à travers le temps, la transmission de cet objet à travers le temps. Mais si l'objet a une certaine importance, même quand on le perd, finalement, il reste les récits. Donc c'est pas si grave. Mais voilà, c'est une question qui se pose. Et puis du coup, je me posais la question de la portée éventuellement politique de ça, parce qu'on a beaucoup dit de Philippe Thomas que son œuvre s'inscrivait aussi dans le nouvel âge du capitalisme, le nouvel esprit du capitalisme, plutôt tel qu'avait pu le théoriser Boltanski par exemple, et que au fond il avait très bien su capter et jouer des codes publicitaires capitalistes de son temps. Et je me demandais comment vous positionnez par rapport à ça. Ça c'est une partie qui pour moi dans son œuvre est extrêmement datée, qui a quelque chose en effet où on est totalement dans les années 80-90 avec une sorte de fascination ironique pour le monde de l'entreprise, pour les modèles, pour tous ces modèles-là, qui étaient assez dominants en fait dans l'art de cette époque. Il a été notamment un des artistes autour du groupe IFP, par Information, Fiction, Publicité. Donc il y avait vraiment une identification de la figure de l'artiste en chef d'entreprise ou en directeur d'agence. L'identité de l'artiste était vraiment assimilée à ce type d'image. Et je pense que ça c'est très circonstanciel, c'est très lié à cette époque-là. Il y a des artistes qui rejouent un peu ces formes-là aujourd'hui, mais j'y crois pas beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qui m'apparaît aller nulle part, on va dire. Je pense que il y a aussi des limites peut-être dans ce jeu-là, c'est-à-dire que dans le caractère un peu autarcique aussi du milieu de l'art, entendu comme celui-là, tout le narcissisme aussi qu'il y a dans le milieu de l'art qui se regarde lui-même. Donc il y a cet effet, je pense, qui n'est peut-être plus trop d'actualité. Je crois pas dans ces formes-là en tout cas. Parce qu'il me semblait que l'une des raisons pour lesquelles l'auteur n'arrivait pas à mourir, indépendamment du fait qu'on continue à postuler un auteur de l'œuvre et qu'on continue à avoir des mécanismes d'attribution, même quand l'auteur a des programmes d'avance, c'est que le marché de l'art ne repose que sur l'échange d'auteurs. Oui, non, mais c'est complètement lié au marché. Et le marché, il occupe une place dominante aujourd'hui, je pense que c'est évident. Mais je ne sais pas si ça conduit vraiment quelque part. Mais en tout cas, sans nom d'auteur,
il n'y a pas d'identification possible et du coup, la croyance en la valeur, elle reste complètement liée à la question du nom et de la signature aujourd'hui. Enfin, dans le marché de l'art, je ne veux pas dire que, et si on reste juste dans cet univers-là, c'est évident que et en même temps, vous voyez, si on regarde des artistes qui ont pu expérimenter des pseudonymes, des artistes fictifs, etc. Si je prends Claire Fontaine, par exemple, où là, on est très clairement dans l'idée d'une artiste ready-made, créée de toutes pièces, mais ça n'a absolument pas empêché le marché, en fait, de s'emparer en toute connaissance de cause de cette... Et le nom n'est absolument pas masqué, ça figure dans la biographie. On n'est pas du tout dans l'idée d'une mystification, c'est-à-dire que c'est écrit noir sur blanc, voilà, c'est une artiste créée en telle année, c'est un cahier Clairefontaine, etc. Donc, voilà, on est clairement dans une... Mais malgré tout, même si derrière ce nom, vous avez deux personnes que tout le monde connaît, etc., ça n'empêche pas il y a quand même besoin, même quand c'est pas une signature de nom d'artiste, ça peut être le nom d'une marque, ça peut être le nom, tout ce que vous voulez, mais à partir du moment où ça ne change pas. C'est-à-dire que là où ce qui ruine peut-être véritablement, à mon avis, ce système-là, c'est la collaboration. C'est le fait le collectif, c'est le fait de travailler avec des personnes qui peuvent changer. Et là, je pense qu'une véritable alternative, en fait, à ça, c'est le travail de collaboration. Mon ami Nico Dox, qui a fait ce projet d'exposition en mer Méditerranée, il n'a pas fait quasiment aucune œuvre qui ne soit pas de collaboration. C'est-à-dire qu'il travaille toujours avec d'autres, et ce ne sont jamais les mêmes. Donc c'est un artiste qui n'est pas du tout sur le marché, par exemple, qui a toujours refusé de rentrer dans ce système-là. Donc l'idée du collectif, ou de faire des choses avec des personnes pour le plaisir de les faire, mais en ne pouvant pas être enfermé dans un nom, et donc dans une signature et dans une identité, je pense que c'est bien plus efficace que ce qu'a pu mettre en œuvre Philippe Thomas, par exemple. En termes d'échapper, en fait, d'être pris au piège, en fait, de ce système de la signature. Mais sur cette idée d'anonymat, je pensais au travail qui fait autour du général instinct. C'est plus en littérature, mais c'est un collectif mouvant, finalement. Alors, il y a un nom qui signe, qui devient un nom d'auteur, mais qui est mort, donc c'est pratique. Après, il y a bien des noms d'artistes qui sont des écrivains, des artistes qui sont associés, mais il y a quelque chose d'assez nouveau, quand même. Et du coup, ce qu'on regarde au bout du compte, c'est l'œuvre. C'est-à-dire que c'est le texte, c'est l'œuvre qui a été produit, et pas forcément celui qui est derrière. C'est-à-dire que la fétichisation, elle est possible à partir du moment où vous attachez un objet à un individu, où c'est plus que cet objet est dépositaire d'un fragment de je ne sais plus quel saint. Enfin, vous voyez, dans l'idée de la relique, on a exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a la certitude que cet objet est lié à telle personne. Donc le prix, en fait, l'intérêt porté à ce fragment ou à cet objet, c'est le fait qu'il ait appartenu à. Donc il y a vraiment, dans les objets d'art, il y a vraiment cette croyance, en fait, que tel objet est attaché finalement à un individu. Et quand ce pacte est rompu, finalement, l'effet... le désir de collection, de possession, je pense il peut être indexé sur ça, c'est-à-dire sur la croyance en ce lien entre l'objet et celui qui l'a fait. Et si vous n'avez pas cet effet-là, peut-être qu'il faudrait demander à des collectionneurs, mais le désir de collection peut-être ne s'enclenche pas nécessairement. C'est-à-dire que les gens connaissaient très bien Philippe Thomas, c'est-à-dire... et ils étaient partie prenante en fait du jeu. Ils savaient qu'en achetant cet objet, ok, ils étaient les auteurs, mais ils savaient que c'était Philippe Thomas avec qui ils dînaient par ailleurs. Enfin, vous voyez. Donc il y a cette espèce d'attachement finalement à la figure quand même à l'individu qui a mis en œuvre quelque chose. Et oui, il y a finalement une refétichisation qui est en plus une fétichisation de complicité, de connivence. Oui, il y a vraiment cette dimension, mais qui n'est pas propre seulement au monde de l'art, mais
du plaisir d'un entre-soi, enfin de l'idée de famille. En fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire de groupe ou de famille. Le portrait en groupe de Philippe Thomas et ses collectionneurs, on a vraiment cette idée-là. C'est-à-dire, et puis d'écrire une partie de l'histoire à plusieurs, c'est-à-dire qu'il y a là aussi où il y a une vraie conscience dans son œuvre qu'un artiste n'œuvre pas tout seul. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans son atelier en train de faire des choses. C'est-à-dire qu'il œuvre aussi avec tout un système, avec des gens autour, avec des galeristes, des critiques, des commissaires. Et la connivence que ça crée fait qu'à un moment donné, le travail d'un artiste peut être porté et rendu aussi visible parce qu'il est porté par tout cet entourage-là. C'est pas la volonté individuelle qui permet d'arriver à cette publicité. C'est vraiment un ensemble d'acteurs qui vont à un moment donné pouvoir produire cet effet-là. Oui, d'ailleurs, je me disais que contrairement à quelque chose comme le département des Aigles, finalement, Feu Pâle, c'est tout autant une critique ironique du musée qu'un hommage à tous les acteurs qui font le musée. Enfin, il y a le sens de l'exposition. Sans le système de l'art, l'œuvre n'existe pas. Donc, il y a à la fois une critique et à la fois une dépendance. Il y a c'est framing and being framed. C'est vraiment l'encadre. Mais quand le fait d'être cadré, c'est être pris au piège aussi à un moment donné. C'est-à-dire que c'est la limite du jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous établissez un jeu, il y a des règles, mais les choses fonctionnent en fait tant qu'on est dans les règles du jeu, quoi. Il y a cette dimension, cette question du cadre en fait. Où est-ce que ça peut opérer? C'est-à-dire quelle est la largeur du cadre en fait qu'on se donne. C'est intéressant de voir que Philippe Thomas a un tel intérêt pour les cabinets d'amateurs. Ces peintures qui représentent d'autres peintures. Ou cette question du cadre en fait qui intègre en fait, qui inclut d'autres œuvres. Il y a toute une partie en fait dans Feu Pâle en fait qui concerne les cabinets d'amateurs. Et c'est page 33. Et je pense que c'est assez révélateur. Il y a vraiment un intérêt pour cette question du cadre et de la scène. Et du jeu social aussi autour des objets d'art, parce que c'est ce que représentent les tableaux. C'est-à-dire qu'on voit des personnes autour des tableaux qui discutent, D'ailleurs, il y a toujours des chiens aussi qui courent devant. Moi, c'est ce qui me fascine dans les cabinets d'amateurs, c'est la figure du chien qui est toujours en premier plan ou de remettre de la vie du mouvement en fait. On retrouve ça dans beaucoup de peintures du XVIIe, XVIIIe. En fait, il y a cette présence un peu perturbatrice, soit du chien qui zappe. Alors c'est qu'une image, hein, mais vous avez des gens en train de parler, puis vous avez un chien, on voit dans l'image qu'il est en train d'aboyer. Et donc c'est potentiellement un perturbateur aussi dans la conversation. C'est cette espèce de mouvement. Et je pense que, je ne sais pas si vous avez remarqué sur le bateau sur lequel était Daniel tout à l'heure, il y avait un drapeau en fait, et c'est un chien que j'ai repris dans une peinture de bateau. Et c'est l'enseigne de la galerie imaginaire qui a été créée par Nicodox, l'artiste, et puis Sébastien Delire qui était en maillot de bain sur le bateau. Et ils ont décidé, à un moment donné, Sébastien a décidé de fermer sa galerie à Bruxelles pour créer en fait une galerie sans mur qui puisse fonctionner partout dans le monde. Donc il m'avait demandé de faire un projet avec lui. J'ai proposé de faire l'enseigne de la galerie pour qu'elle se signale aux endroits où elle travaille. Et comme image, j'ai choisi en fait un détail d'un tableau de Watteau. Vous voyez un chien qui est recroquevillé dans un coin sur le pavé, dans une peinture qui s'appelle l'enseigne, qui représente en fait la boutique de Gersaint, le marchand de Watteau. Et d'ailleurs, ce détail du chien dans un coin, Watteau lui-même l'a repris à Rubens, dans une autre peinture. Donc il y a un emprunt comme ça, il y a un chien qui circule comme ça de tableau en tableau. Et je pense que c'est voilà, moi dans ce jeu en fait, dans cette mise en scène de l'art, dans toutes ces, je suis plus particulièrement intéressé par cette figure assez libre en fait,
perturbatrice qui rentre et qui sort du cadre, quoi. C'est un des tableaux falsifiés dans le cabinet d'amateurs de Pérec, d'ailleurs, dans scène de Gersin. Donc, ah oui, ça c'est clair. Ouais. Mais il est fascinant ce tableau. S'il n'y a pas d'autres questions, en fait on arrive juste à la fin de la séance, donc on peut, sauf si voilà, tu veux prendre la parole. Mais sinon on peut... D'accord, pardon. Mais on a prévu de quoi grignoter et boire si vous voulez poursuivre de manière plus informelle la discussion. En tout cas, vraiment merci parce que c'était passionnant et je crois que ça nous a beaucoup, ça nous a donné beaucoup de grains à moudre. Tant mieux. Tant mieux si c'est le cas. Merci Louise aussi. Ouais.